Bonjour tout le monde. Pour ceux qui me connaissent, ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvain Lambert, je suis directeur général du Cégep ici. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour le premier mon petit entretien de l'année, M. Alec Castonguay. Je vais vous le présenter plus en détail, mais d'abord, je tiens à remercier Jacques Provost qui m'a donné l'opportunité de faire cette entrevue-là. Avec un maître du micro, fait que c'est pas évident. Hein? Pour mon initiation, j'ai un spécialiste de l'entrevue, alors je vais essayer quand même de bien tirer mon épingle du jeu. Alors, ce dont on va vous entretenir aujourd'hui, bien évidemment, un peu du parcours de M. Castonguay. Et par la suite, on parlera de son livre. D'ailleurs, le livre, par ailleurs, qui est en vente, là, je vous invite, si vous avez envie de l'acheter. Après en avoir entendu parler, il y a des bonnes chances, qui s'appelle Le printemps le plus long, au cœur des batailles politiques contre la COVID-19. Donc, en vente ici pour la modique somme de 20 $. Et si jamais vous n'avez pas d'argent sur vous pour aujourd'hui, vous pouvez aussi profiter d'un rabais de 25 % si vous prenez le petit carton qui traîne sur votre chaise. Alors, voilà. Et à la fin, on fera aussi tirer 3 exemplaires. Puis j'imagine que M. Castonguay aura la délicatesse de vous le signer. Il faut aussi vous lui demander. Il traîne son stylo anti-COVID avec lui. C'est ça. Je ne sais pas s'il est anti-COVID, mais c'est le mien. Alors, c'est ça. Alors, il garde ça. Il garde ça pour lui. Bon, voilà. Alors, tout d'abord, vous permettez, M. Castonguay, Wikipédia nous en révèle un peu sur vous. Alors, oui, si vous permettez... D'ailleurs, je me suis assuré que vous aviez la bonne version. Là, parce que si jamais il y a des choses sur Wikipédia. Vous me corrigerez. Oui. Premièrement, félicitations pour votre nouvelle émission à Radio-Canada. Merci. Super midi, si vous écoutez à la radio de Radio-Canada. C'est M. Castonguay qui est là depuis le début de l'automne. Ça fait quelques semaines. Le mi-août, oui, le 16 août. Exact. Donc, félicitations. C'est quand même une émission qui a beaucoup d'impact, qui est très écoutée. Midi Info sur Radio-Canada et donc sur ici Radio-Canada Première. De 2011 à 2021, vous étiez le chef du bureau politique au magazine L'Actualité. Vous avez été également analyste politique à la télé. En fait, vous l'êtes encore, à la télé et à la radio de Radio-Canada. On vous a vu pendant les élections, pour ceux qui ont suivi ça de plus près. Depuis l'automne 2018, il est chroniqueur à l'émission Le 15-18 dans la grande région de Montréal. C'est toujours vrai, ça? Non, c'est plus vrai. Depuis que j'ai mon émission... Il faudra corriger. Là. En fait, c'est Michel Cog qui avait l'émission du Midi Info que j'ai remplacé, qui est allé faire de la chronique politique dans l'émission d'Annie Desrochers du 15-18. On s'est échangé de chaise. Bon, alors... Je pense que c'est moi qui est gagnant, là, mais on a changé de chaise. Il faudra le dire à Wikipédia. Bien, c'est ça que je vous dis des fois, Wikipédia, tu sais. C'est ça. Il faut ajouter certaines choses. Vous avez été panéliste à l'émission Les coulisses du pouvoir sur ici Radio-Canada Télé, journaliste au quotidien Le Devoir, ça quand même, pendant 8 ans. Ça fait partie de votre expérience. D'abord en économie, en politique, correspondant parlementaire à Ottawa de 2004 à 2009, chroniqueur à l'émission de radio du Trisac au 98.5 de 2008 à 2017, puis chroniqueur à l'émission Trainville PM jusqu'à l'été 2018. Vous êtes rendu en Afghanistan? 3 fois. En 2007, 2011 et 2013. Exact. C'est bon, j'ai l'air intelligent comme ça, mais j'imagine que c'est une expérience dont on pourra peut-être parler. Je ne l'avais pas prévu, mais je pense c'est une expérience parce qu'il y a plein de choses qui me sont revenues en tête quand Kaboul est tombé aux mains des talibans la veille où je commençais mon émission de radio, d'ailleurs. Fait que ça m'a rappelé plein de souvenirs, puis ça m'a permis de reparler à des militaires que j'avais côtoyés là-bas. J'en ai même invité un en ondes avec qui j'avais été là-bas dans des très bons termes pour qu'il m'explique un peu comment lui vivait la chute de Kaboul après avoir investi tant de ressources monétaires pour le pays, mais surtout tant d'énergie pour les soldats qui ont perdu des frères d'armes, des gens qui ont été blessés, quand même plus de 2000 personnes qui ont été blessées là-bas, 158 qui ont été tués. Donc, ça m'a permis d'en inviter un à mon micro pour qu'il dise un peu comment il voyait tout ça. Fait que, oui, ça a été des moments enrichissants. Non, j'en doute pas, sûrement une expérience marquante. Sinon, là, je vais passer rapidement. Bon, vous êtes un diplômé de l'UQAM. Je vais passer rapidement sur toutes les distinctions que vous avez. Oui, parce non, que, ça, c'est trop long pour rien. Oui, mais quand même, vous avez quand même remporté 4 prix Judith Jasmin. 5 maintenant. 5, excusez-moi. J'en ai gagné un au printemps. C'est Wikipédia. Faut que j'aille faire un tour sur Wikipédia. 2-3 affaires à corriger. Vous assurer de la validité vous voyez l'important, chers étudiants, de valider vos sources. C'est ça. On insiste particulièrement sur un reportage que vous avez fait à l'actualité sur les agressions sexuelles dans les forces canadiennes, qui, je pense, a eu un impact immense. Immense. Même
suite à ça, ce que j'en ai compris, c'est qu'il y a des mesures qui ont été prises, des enquêtes qui ont été faites pour voir un peu, puis assainir, je dirais, le climat au sein des Forces armées canadiennes. Donc, avec mention d'honneur au prix Michener, prix d'enquête journalistique, qui est le plus prestigieux prix d'enquête journalistique au Canada, ainsi qu'une nomination au prix Albert Londres en Europe. Donc, je pense que ça a été assez retentissant comme reportage. Donc, bravo pour ça, bien évidemment. Puis je pense que ça fait... On montre que le journaliste peut faire œuvre utile. Ouais. Malheureusement, le travail n'est pas terminé parce que là, tous les hauts gradés sont à peu près pris dans des scandales sexuels. Mais disons que la première alerte qui a été sonnée, c'était moi et ma collègue Noémie Mercier qui avions enquêté là-dessus. Puis ensuite, il y a une ancienne juge de la Cour suprême qui a été mandatée par les Forces armées pour faire un rapport là-dessus. Elle a validé toutes les conclusions que nous avions dans notre enquête. Ils ont créé une équipe là, qui s'appelait l'Opération Honneur pour assainir justement la culture militaire, qui a fait un bout de chemin, mais qui visiblement n'était pas encore suffisant. C'est long changer des cultures d'organisation, particulièrement quand c'est des organisations comme les Forces canadiennes, donc il reste encore pas mal de travail à faire. Fait qu'ils sont encore pris dans ces controverses-là, mais il y a quand même du chemin qui ont été faits depuis cette enquête-là de 2014 à l'époque. Tout à fait. Puis je pense que vous avez mis la lumière sur cette situation-là, et je pense que c'est aujourd'hui pourquoi probablement qu'on voit... Il y a plus d'attention portée à ça. Absolument. Ouais. Donc, bravo pour ça. Mais je reviens à vous par rapport à l'ensemble de votre œuvre. Puis j'en parlais avec M. Provost. On est impressionné, extrêmement impressionné par... Bon, vous avez publié un livre au moment où vous étiez à peu près sur tous les médias, sur toutes les antennes, dans les journaux, etc. J'ai eu l'occasion aussi de voir un reportage sur vous à Radio-Canada qui vous présentait quand vous avez... obtenu l'émission de Midi Info. Qui présentait l'homme derrière... 8-9 minutes sur Facebook qu'on peut aller voir sur le compte d'Ici Première. Là, ils m'ont suivi pendant une journée, ma première journée à la radio, puis ils sont venus me voir en train de jouer au soccer un soir où je jouais au soccer. Oui, j'ai appris que vous jouiez au soccer. Alors moi, je suis moi-même joueur de soccer, donc ça m'a touché. Puis j'ai vu que vous aviez aussi une famille et tout ça. Ça s'ajoute à tout le reste. Alors comment on arrive à concilier tout ça? Cette vie de famille, cette vie professionnelle, la rédaction d'un livre, il faut avoir quoi cette vie? Comment ça fonctionne? Le plus difficile de la conciliation de tout ça, c'est clairement la famille. Parce que j'ai une petite fille qui vient d'avoir 6 ans, puis l'autre qui a 2 ans et demi. Mais au moment où la pandémie a frappé, ils avaient 4 ans et 18 mois. Et donc, comme tout le monde, on se retrouve à la maison avec... dans mon cas, c'était les garderies fermées, puisque ma plus vieille, elle n'est pas encore à l'école à l'époque. Donc, concilier les enfants à la maison avec le travail qui continue, puis finalement, la rédaction du livre, ça a été de la job, là, la routine du matin, la routine du soir, puis après ça, recommencer à écrire de 7 h à 8, 9 h, 10 h, 11 h le soir. Là. Ça a été plus compliqué que la job journalistique qui, elle, je suis plus habitué là, à un horaire. Là. Mais là, concilier tout ça avec tout ce qui se passait en même temps, parce qu'on vit nous-mêmes des émotions là, quand tout ça se passe. Là. Fait que ça a été plus de job. Mais en même temps, je pense que les journalistes, on a été chanceux pendant la pandémie parce qu'on pouvait contribuer au débat public. On pouvait... écrire un livre, écrire des articles, faire des chroniques à la radio, dans le cas de mes collègues, faire des reportages. Donc, on sentait qu'on pouvait avoir un peu une prise sur ce qui se passait, qu'on pouvait contribuer à informer les gens, à dire notre opinion, à aller chercher de l'information. Subir une crise quand on est passif, je pense qu'il n'y a rien de pire, parce qu'on contrôle rien. Puis au moins, quand on est journaliste, on contrôle rien, mais on a l'impression qu'on fait quelque chose. Alors au moins, ça nous permet mentalement d'avoir un objectif, d'être concentré sur quelque chose, une tâche. Et donc, on a une certaine adrénaline qui nous maintient en vie, entre guillemets, alors que j'avais des amis qui, eux, subissaient la fermeture du travail ou la fermeture des classes quand ils sont à l'école ou quand ils sont professeurs. Puis tu fais juste encaisser, puis c'est très dur mentalement d'encaisser. Puis nous, au moins, les journalistes, on avait la chance de pouvoir participer. Donc ça a été... Fait autant les gens disent comment t'as fait pour faire tout ça en même temps, c'était presque salutaire d'être occupé. Plus on était occupé, moins on avait de temps pour penser. Fait que je pense que c'est un avantage d'être journaliste quand il y a des crises comme ça. C'est intéressant ce que vous dites parce que j'avais une question sur vos motivations pour exercer ce métier-là. Qu'est-ce qui amène... Puis là, il y a des jeunes devant nous qui peut-être réfléchissent à leur carrière puis se disent hey, journaliste... il y a quelque chose de... C'est le plus beau métier du monde. S'ils réfléchissent, tant mieux, mais... mais qu'est-ce qui motive... Je pense qu'il y avait une partie de la réponse dans la réponse précédente, là, cette idée là, de
tenter de faire une différence, d'être dans l'action, d'être... mais Moi, je vous laisse moi, élaborer. Mon père est entrepreneur. Il a eu des petites entreprises toute sa vie. Ma mère est psychologue. Donc, moi, j'ai personne dans ma famille qui est journaliste ou qui est communicateur. Donc, ça vient pas de mes parents. Mon père lisait le Journal de Montréal à la maison, puis il écoutait les nouvelles de Radio-Canada le soir. Mais il y avait une curiosité sur ce qui se passait. Donc, au souper, je me souviens d'avoir eu des discussions avec lui. Mon père, c'est un amateur d'histoire, donc il lisait surtout les grandes guerres mondiales. Ça l'intéressait beaucoup. Donc, on avait des discussions quand on partait en vacances ou quand on était autour de la table. Je pense qu'à la base d'un journaliste, il faut être curieux. Il faut être intéressé par ce qui nous entoure. Mes parents l'avaient, même s'ils n'étaient pas journalistes. Donc, moi, très tôt, ça m'a intéressé. En 5e année du primaire, j'ai lancé un journal étudiant. Là. Donc, évidemment, c'était ce qui se passait dans le coin bricolage, puis les résultats du ballon chasseur à la récréation. Là, ça, c'était la section des sports. Mais j'ai quand même fait un journal une fois par semaine pendant presque un an. C'était un de mes projets. J'étais seul et unique rédacteur dedans. Puis c'était broché sur des feuilles 8,5 par 11. C'était pas super compliqué, mais en même temps... C'était un début. C'est un début. Puis il y avait un intérêt qui était là. Donc, j'ai un peu modulé mon parcours scolaire en fonction de cet intérêt-là. Donc, quand mes 2 meilleurs amis ont pris l'option sport en secondaire 5 puis faisaient du canot camping, mais moi, j'ai pris perfectionnement en français, tu sais. Fait que... non, mais tu sais, de la volonté. J'avais une belle volonté à l'époque. Parce que je savais que j'avais besoin d'améliorer certaines choses. Donc, j'ai fait mon parcours au cégep. J'ai fait Bois de Boulogne en lettres et communication. J'avais appliqué à Arts et technologies des médias à Jonquière, mais je n'avais pas été accepté. J'étais sur la liste d'attente. Puis ça a bien tombé que finalement, je fasse Bois de Boulogne, qui est un prix universitaire plutôt qu'une technique. Puis j'ai appliqué au bac à l'UQAM, qui est très contingenté en journalisme. Je ne sais pas c'est comment maintenant, mais ça l'était à l'époque. Ça me prenait une cotère relativement élevée, plus des entrevues d'entrée, plus un test de connaissances. Mais ça fait donc longtemps que je sais que je vais être journaliste. J'ai des amis qui, à la blague, moi j'ai 41 ans, puis j'ai des amis à la blague qui ont le même âge que moi puis qui se demandent ce qu'ils vont faire quand ils vont être grands, là. Qui ont choisi un métier un peu par dépit ou parce que on leur a suggéré de le faire ou bon. Puis ils sont toujours un peu moyennement heureux puis ils cherchent. Moi, ça fait longtemps que je sais que je veux faire ça. Alors, c'est une grande chance. Fait que j'ai pas trop perdu de temps puis ça m'a permis d'assez rapidement gravir les échelons en journalisme aussi, de savoir que je voulais faire ça, que je suis arrivé très rapidement dans le métier. Donc, je pense que c'est inné, là. Je pense que c'est une question de personnalité. Je l'ai en moi depuis longtemps. Je suis pas quelqu'un qui l'a découvert sur le tard, là. Puis, dernière question sur le parcours, puis ensuite, on va se lancer dans le bouquin. C'est quoi la suite? Après ça, il me semble, là, ça va bien, 41 ans. Ouais. Vous avez fait du reportage à l'international, vous avez été chroniqueur, vous avez été à peu près sur toutes les tribunes. On fait quoi après? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous anime pour la... Je comprends que là, il y a un nouveau défi, là, mais quand même... C'est ça. Moi, je m'étais dit, quand j'étais au bac, mon rêve, c'était d'être journaliste au devoir. J'ai coché la case à 23 ans en disant, c'est fait. Rêve, check. Au devoir. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il y a du monde qui me posait la même question que vous, là, en disant, OK, maintenant que tu l'as réalisé, tu vas faire quoi? Mais j'ai fait d'autres choses, finalement. Non, mais c'est un métier où puis c'est pour ça que je pense que c'est le plus beau métier du monde, c'est un métier où on apprend tout le temps. Donc, le médium peut changer. Moi, je suis un gars de la presse écrite. J'ai fait 20 ans en presse écrite, en magazine, en quotidien. Je viens d'arriver à la radio, qui est un nouveau rôle pour moi. J'apprends à être animateur, donc là aussi quelque chose d'intéressant, là, de maîtriser la technique. Puis, je suis habitué de faire des entrevues de 20-30 minutes, parfois plus longtemps, de garder le meilleur. Là, j'ai 7 minutes et demie pour sortir le meilleur de l'invité qui est au bout du micro, là. Fait que c'est tout un apprentissage aussi différent dans la manière de formuler les questions. Donc, c'est le même métier, mais j'apprends de nouvelles choses quand même dedans. Puis même si c'était à la base le même métier journalistique, reste que c'est des nouveaux sujets quand même. Puis, donc, on apprend de nouvelles choses. Ça nous permet d'avoir accès, dans le cas d'un journaliste politique, mais c'est le vrai aussi pour d'autres de mes collègues, à avoir accès au meilleur de notre société. Quand on est journaliste scientifique, on a accès aux scientifiques. Moi, j'ai accès aux politiciens ou aux fonctionnaires. C'est le privilège de pouvoir poser les questions que nous, on voudrait poser parce qu'on a accès à ces personnes-là. On peut les côtoyer. Ça aussi, c'est un grand privilège. Ça vient avec une grande responsabilité aussi d'utiliser ce travail-là comme pour le bien de la société. Mais puis en plus, on est plus surveillé que jamais avec les réseaux sociaux maintenant.
pour en parler s'il y a des gens qui ont des questions là-dessus. Là, la pression qui vient avec le fait d'être une personnalité qui a cette responsabilité-là entre les mains, ça fait pas l'affaire de tout le monde, le type de questions qu'on pose ou qu'on pose pas. Mais ça reste quand même quelque chose de fascinant et pour lequel on apprend tout le temps. Alors, 41 ans, je sais que je vais apprendre encore pendant une décennie ou deux. Je sais pas dans quel rôle exactement. Mais je suis pas inquiet. C'est rare qu'on devient blasé. Puis si on l'est, ça paraît assez vite, puis on se le fait dire. C'est pas un métier où on peut être très longtemps désabusé puis cynique. Il faut quand même, pour le travail que ça génère, il faut quand même avoir une certaine motivation. Là. Sinon, on va aller activer des manettes dans une usine. Là. On va faire d'autres choses. Là. Mais fait que non, mais je suis pas... j'ai atteint beaucoup de mes objectifs déjà, c'est vrai, mais je vais m'en fixer d'autres. J'ai pas vraiment de plan de carrière. On vous suivra de près, puis on verra ce que l'avenir vous réserve. Alors, j'ai envie de parler du livre « Le printemps le plus long ». Peut-être pour situer les personnes ici, juste nous dire un peu de quelle période on parle, où est-ce qu'on est, le sujet... L'idée m'est venue pendant les premiers jours, en fait, de la première vague, où je me suis dit, il se passe quelque chose d'exceptionnel à l'échelle de la planète, mais aussi ici. Puis, faut qu'on trouve une manière de documenter ça pour le laisser en héritage à ceux qui vont l'avoir pas vécu, ou du moins vont l'avoir en entendu parler, mais je pense à mes enfants, entre autres, notamment. Au départ, c'était pas l'idée de faire un livre, c'était l'idée de faire un grand texte dans le magazine L'Actualité, qui est paru d'ailleurs en mai 2020, qui était avec Horacio Arruda sur la page couverture, qui était les dessous de la bataille pour sauver le Québec, qui était un peu l'espèce de fondation de ce qui est devenu le livre, c'est-à-dire de comment la cellule de crise du gouvernement Legault s'était structurée puis avait commencé à gérer la crise. Moi, quand mon article arrête d'être écrit, quand j'arrête de le documenter, on est à peu près au 20 avril, donc il y a à peu près un mois et demi qui vient de passer. Mais je me dis que j'ai certainement d'autres choses à raconter. Puis là, le texte suivant que j'ai écrit avec une de mes collègues, c'est sur la bataille de Montréal, qui était Montréal au sens large, Longueuil, Montréal-Laval, qui ont été l'épicentre de la première vague. Là, on est allé plus sur le terrain pour comprendre comment ça se fait que certains quartiers avaient plus de difficultés, pourquoi ça avait été plus pénible à Montréal qu'ailleurs. Puis ces deux textes-là, je trouvais que c'était insuffisant pour raconter la crise. J'étais certain que c'était passé autre chose qu'on connaissait pas. Puis les entrevues que j'avais faites pour ces deux textes-là me confirmaient qu'il restait d'autres choses à gratter. Puis je me suis dit, ça serait intéressant de pouvoir en faire un livre. Puis ceux à qui je devais parler pour le faire ont tous accepté. Donc, grosso modo, si j'inclus ce que j'ai fait pour le magazine L'Actualité, en plus des autres entrevues que j'ai faites pour le livre, disons qu'il y a là-dedans à peu près 55 ou 56 entrevues différentes. Puis tout le monde a accepté. Tout le monde est cité, ce qu'on appelle, nous autres, dans le jargon, on the record. C'est-à-dire qu'on a le off the record qui est... on parle à des gens, mais ils veulent pas être cités. Ils veulent pas que leur nom soit quelque part, mais qu'ils nous donnent de l'information. Moi, j'essaie d'en faire le moins possible parce que ça alimente le cynisme des gens. Ils savent pas qui parle, ils savent pas exactement si c'est... Nous, on sait que c'est vrai, mais eux peuvent douter que ça l'est. Donc, je voulais des gens qui acceptent de parler en donnant leur nom puis en mettant leur crédibilité et leur responsabilité publique. Puis ils ont tous accepté, là, du premier ministre à Horacio Arruda en passant par les hauts fonctionnaires, ce qui est très rare. D'ailleurs, moi, une de mes fiertés du livre, c'est qu'on entend puis on peut lire les hauts fonctionnaires. Les sous-ministres, sous-ministres adjoints, secrétaire général du gouvernement, qui étaient aux commandes de l'État quand ça s'est passé pendant la première vague. Donc à l'été 2020, j'ai fait ma série d'entrevues entre la première et la deuxième vague, sachant que la deuxième, à l'automne, il n'y aurait plus de temps pour me parler. Puis c'était vrai, j'ai bien fait de le faire, parce qu'après ça, ils en ont eu par-dessus la tête. Fait que grosso modo, je raconte l'histoire de la première vague. Donc, du 1er janvier, en fait, le 31 décembre 2019, quand personne n'est au courant, puis que tout le monde fête encore dans ses maisons Noël puis la nouvelle année, jusqu'à l'été 2020. Donc, les 6 mois où le virus a commencé à se propager en Asie, s'est rendu jusqu'ici, puis la prise de conscience, puis ensuite tout ce qui s'est passé dans notre système de santé à nous, puis les décisions politiques qui ont été prises. Je voulais le faire assez rapidement, parce que bien des gens m'ont dit « Pourquoi tu n'as pas attendu que la crise se termine pour tout raconter? » Mais d'abord, je trouvais qu'une première vague de 350 pages, était assez. Imagine combien il aurait fait raconter les 4 vagues. Mais il y a aussi que le choc ne sera jamais plus grand que la première vague. Même si on est rendu à 3 puis 4,
l'espèce d'électrochoc pour la machine étatique, pour le gouvernement, puis pour les gens aussi, la manière dont ils se sentent. Après ça, oui, il y a un nombre de cas qui monte, puis on a refermé des industries, puis des commerces, mais c'était plus variation sur un même thème. C'est à quel moment on ferme pour obtenir les mêmes résultats que ce qu'on a déjà eu. Mais la première fois que tu le fais, quand tu ne l'as jamais fait, là, il y a tout un stress qui va avec ça. Puis on s'inspire de qui? Partout à travers le monde, on était perdus, on ne savait pas comment fonctionner. Donc, je me suis dit, le plus intéressant, l'arc dramatique le plus intéressant, c'est la première vague. Puis, je voulais la faire assez rapidement parce que je voulais pas que ça soit un récit froid. C'est pas une thèse de doctorat, c'est pas un essai, c'est pas moi qui dis voici ce qu'on aurait dû faire. Là. Il n'y a pas du tout de Monday morning quarterback là-dedans, là, de voici ce que la passe qu'on aurait dû faire la veille. C'est pas du tout ça. Donc, je voulais raconter ce que les personnes qui ont géré la crise ont vécu. Puis pour ça, ça prenait de l'émotion. Il fallait qu'ils me disent comment ils se sont sentis le 12 mars. Est-ce qu'ils étaient paniqués? Est-ce qu'ils étaient stressés? Est-ce qu'ils étaient relativement sereins? Quand les grosses décisions se sont prises, je voulais qu'ils nous racontent dans leurs mots comment ils s'étaient sentis. Puis plus on attend, plus l'humain oublie comment il se sentait. Ça devient, à un moment donné, on reconstruit... notre cerveau reconstruit un peu la période comme il l'entend, souvent en embellissant un peu les choses, mais les émotions sont moins présentes. Puis je me suis dit, si je le fais plus rapidement, oui, j'aurai pas les deuxième puis troisième vagues, mais je vais au moins avoir toute l'émotion de la première, que je voulais ajouter au livre, que ce soit pas seulement une espèce de récit très chronologique de l'histoire. Et ça, il fallait que je le fasse assez vite. Donc c'est pour ça que je me concentre sur la première vague, qui, je pense, à ce jour est la plus marquante, même si on a eu, dans d'autres vagues, beaucoup de cas. Puis peut-être qu'un jour, quand les minutes du Conseil des ministres deviendront publiques ou que certains acteurs auront quitté la scène puis auront le goût de se raconter encore plus, parce que tous ceux qui sont dans le livre sont encore là aujourd'hui, peut-être qu'ils auront quelque chose de plus à dire et à ajouter. Mais là, de refaire la deuxième ou la troisième vague avec les mêmes protagonistes qui sont encore en poste, je vais comme attendre que la poussière retombe si j'en fais un autre. Mais c'est pour ça donc, que je me concentre sur cette période-là. Ben, je vous confirme que l'intention est très bien traduite dans le j'allais dire dans le roman. Ça montre un peu là, dans le livre. Il est écrit un peu comme ça, oui. Volontairement. En fait, même, la question que je me posais en le lisant à un moment donné, c'est, mon Dieu, est-ce qu'il était présent lors de certaines rencontres où il y a eu une invitation spéciale ou ça s'est vraiment tout fait sous forme d'entrevue? Vous avez reconstitué la scène? Ça s'est fait sous forme d'entrevue, de documents aussi, parce qu'avec la loi d'accès à l'information, on peut obtenir des documents, donc des courriels ou des mémos qui ont été échangés entre des hauts fonctionnaires. Donc, il faut savoir par où passer, mais la loi nous donne accès à ça. Donc, il y a une partie de ce qui est dans le livre qui vient de ces documents-là que j'ai demandé à obtenir. Beaucoup d'entrevues. Puis, il y a des techniques journalistiques que j'utilise en magazine normalement qui m'ont été très utiles pour le livre aussi, c'est-à-dire pour recréer des scènes où tu es pas, mais il faut que tu poses des questions qui peuvent avoir l'air un peu nounoun en entrevue, mais dont tu as besoin. La couleur des chaises, des murs, il était quelle heure, est-ce que vous aviez un buffet, est-ce que vous mangiez des croissants le matin, toutes sortes d'affaires qui ont l'air bizarres, puis qu'on ne va pas utiliser en citation, mais qui vont nous permettre de recréer une scène. Puis il y a aussi l'utilisation des photos. François Legault a une photographe officielle, comme beaucoup de premiers ministres, qui la suit dans toutes sortes d'événements. Puis donc, elle, si j'avais besoin, par exemple, il y a une réunion marquante dans le livre qui est celle du 9 mars, où Horacio Arruda annonce à François Legault qu'on va devoir fermer une partie du Québec. C'est là qu'il y a la prise de conscience que la crise est arrivée au Québec, là. Ben moi, je voulais savoir un peu c'était quoi où il avait fait ça. Une salle de conférence, c'est beau, mais encore à quoi elle ressemble et où? Est-ce que les plafonds sont bas? Est-ce que c'est une table en bois ou est-ce que les chaises sont en cuir ou en tissu? Je voulais pouvoir décrire la scène. Fait que j'ai demandé la photo de cet événement-là qu'on m'a envoyé. Puis d'ailleurs, c'est fascinant parce que à partir du moment où tu sais que c'est une rencontre importante, où ça a brassé pas mal, puis là, tu regardes les visages des photos, ben là, tu te rends compte à quel point ils étaient eux-mêmes un peu atterrés d'écouter ça. T'sais, François Legault, il est comme ça, ces photos. Hein? Même, là, tu te dis, oh, OK, c'était pas des bonnes nouvelles. Là. Il se passe quelque chose. Là. Ouais. Puis c'est même utile pour que les gens se souviennent eux-mêmes de cet événement-là. Par exemple, j'avais fait une série d'entrevues
Puis j'avais demandé à Martin Koskinen, qui est le chef de cabinet de François Legault, qui est son ami, son confident, qui est la personne la plus importante au Québec après François Legault. Je lui avais demandé comment s'était déroulée cette réunion-là du 9 mars. Puis il m'a dit, je peux pas te la raconter, j'étais pas là. Puis ça m'a étonné que le chef de cabinet de François Legault n'était pas à cette réunion-là. Mais quand la photo est arrivée, il était là, Martin Koskinen, il était assis direct à côté de François Legault. Fait que je l'ai rappelé, puis j'ai dit, mais Martin, t'étais là? Puis là, j'ai montré la photo, puis il a dit, ben oui, j'étais là. Il ne se souvient presque de rien de cette rencontre-là. Il s'est passé tellement de choses pendant ce printemps-là. Il est retourné voir dans son petit calepin de notes noires, parce que Martin, comme bien des conseillers de premier ministre, a un petit calepin où il prend ses notes. Puis là, il a retrouvé ses notes du 9 mars. Fait qu'il a pu m'en parler un peu. Mais dans tout le chapitre où je décris cette réunion-là, Martin Koskinen est à peu près pas cité, parce qu'il ne se souvient à peu près de rien. Mais il était là. Si je n'avais pas eu la photo, j'aurais peut-être fait une erreur importante dans le livre en disant que le chef de cabinet du premier ministre n'était même pas à cette réunion-là, alors qu'il était là. Alors, c'est utile aussi, parfois, d'avoir les photos. Mais plus tu parles à des gens qui sont présents dans ces endroits-là, plus aussi le portrait se précise. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous de souvenirs de la même chose. Donc, à un moment donné, en les superposant, on réussit à recréer un peu la manière dont ça s'était passé. Donc, pour répondre à ta question, long détour pour te dire que non, je n'étais pas dans ces réunions-là. On m'a offert à un certain moment au printemps, d'aller passer quelques jours dans la cellule de crise pour voir comment ça se passait. J'ai été obligé de dire non parce que j'aurais été obligé de faire 14 jours d'isolement avant d'y aller. Parce que moi, à cause des enfants, à cause de la famille, moi, je n'étais pas en isolement, évidemment, je continuais à travailler. Puis pour la famille, c'était trop lourd d'avoir 14 jours d'isolement avant d'y aller, laisser à ma conjointe les 2 enfants pendant 2 semaines. Là. Fait que j'ai été obligé de dire non, ce qui est un peu mortifiant quand tu es journaliste. Mais j'aurais aimé ça de voir comment ça se passait au jour le jour. Mais donc, j'ai dû recréer la plupart des scènes puis qu'on lit dans le livre. Puis est-ce que les gens que vous avez interviewés ont lu le livre? J'imagine que oui. Je pense qu'il n'y a personne qui ne l'a pas lu. Dans ce groupe-là, oui, absolument. Non, c'est sûr qu'ils l'ont lu. Puis en général, ils m'auraient tout à fait dit s'il y avait eu des erreurs là, de faits ou des trucs importants, là, parce que leur réputation est en jeu, puis j'ai pas eu de commentaire à l'effet que je m'étais trompé dans quoi que ce soit. Là, donc, c'est assez fidèle à la réalité. Est-ce qu'ils ont tous tout apprécié? Non. Il y a des bouts où ça a brassé, ça n'a pas bien été. Les CHSLD ont été une tragédie épouvantable. Ils ne m'ont pas fait semblant que ça a bien été. La santé publique, Horacio Arruda, de temps en temps, n'est pas à son meilleur. Je pense qu'il... Il y a des lignes où vous dites Horacio Arruda n'a rien dit pendant cette rencontre. C'est ça, il n'a pas dû apprécier. À des moments... Mais j'ai le procès verbal, fait que je sais qu'il n'a rien dit. Mais en même temps... tous reconnaissent que c'est un ouvrage qu'ils vont garder pour justement se rappeler de cette période-là. Mon objectif, c'est d'en faire un témoignage historique que les gens vont pouvoir garder. Puis ceux qui ont participé, je pense, sont contents que quelqu'un l'ait fait, même s'ils ne sont pas tout le temps à leur avantage. C'est ça qui s'est passé. Moi, je suis un grand amateur de livres politiques sur les dessous là, d'une élection présidentielle ou d'une crise. Les Américains en font beaucoup de ces livres-là. Il faut dire que le marché américain de la vente du livre est plus grand. Donc, il y a plus de marché pour ça. Donc, ils peuvent prendre le temps puis ils vont voir Ici, on ne vend pas tant de livres. On a un petit marché. Fait qu'il y a peu de journalistes qui font ce type d'ouvrage-là, qui sont plus courants en France, aux États-Unis. Donc, un de mes rêves, c'était d'en faire un. Puis là, je pense que j'avais le bon sujet pour être capable d'y aller là, puis de raconter l'histoire. Là. Un autre objectif de réaliser. Coché. Bravo. Coché. Vous avez parlé de Martin Koskinen. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans le livre, c'est la garde rapprochée de François Legault. On sent que François Legault était vraiment au cœur de la crise. Il prenait les décisions. C'était lui qui avait le dernier mot. Mais certaines personnes étaient plus influentes que d'autres. Enfin, c'est la lecture que je fais puis qu'il y a une garde, incluant son épouse d'ailleurs, qui prend beaucoup d'importance. Hein? On sent que les conversations à la maison sont quasi aussi importantes que les conversations dans la cellule de crise. Comment vous décririez là, son entourage proche, qui ont peut-être été les gens les plus importants dans la gestion de cette crise-là? Ah oui, parce qu'ils ont pris des décisions alors que les ministres apprenaient comme tout le monde à la conférence de presse de 13 heures que ça ou ça allait se passer. Là. Donc, oui, tout comme nous aux directions de cégep, on se faisait toujours dire comment ça se fait que vous n'avez pas prévu, mais c'est parce qu'on l'apprend en même temps que Exactement. tout le monde. Puis j'explique d'ailleurs dans le livre pourquoi ils ont pris cette décision
d'annoncer souvent à la dernière minute ce qui se passait plutôt que de ficeler toutes les annonces avec 3-4 jours de consultation parce qu'il n'y avait pas le temps. Puis ils savaient bien que ça allait créer un choc quand il y avait une annonce dans le milieu de l'éducation, quand il y avait une annonce dans le milieu de la santé, mais il fallait qu'ils vivent avec. Puis les ministres eux-mêmes étaient consultés pas beaucoup de temps avant que l'annonce soit faite, alors que les conseillers du premier ministre qui sont non élus, ben eux faisaient partie des décisions là. François Legault travaille avec les mêmes personnes depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui est loyal envers son équipe. Ça prend beaucoup de temps avant de gagner la confiance du premier ministre. Donc, il se relaie beaucoup sur ceux qui sont avec lui depuis un bon moment. Donc, et il leur fait confiance. Donc, il emmène relativement large là, dans son entourage. Les Martin Koskinen, Stéphane Gobeil, Claude Laflamme, entre autres. Mais ils sont plusieurs. Là. Ils sont, mettons, 5 ou 6 là, dans la garde rapprochée de François Legault à prendre des décisions. Puis je les ai interrogés pour le livre parce qu'effectivement, il y avait un rôle important. Mais ça, c'est comme ça avec pas mal tous les premiers ministres. Ils ont tous un peu leur garde rapprochée, leurs fidèles lieutenants, des gens avec qui ils ont des bonnes relations, avec qui ils ont confiance. Parce que même si le premier ministre prend la décision finale ou le conseil des ministres prend la décision finale, il y a toujours des gens autour d'eux pour les aider puis les conseiller. C'est juste que dans la période de crise, c'est démultiplié là, parce que d'abord, tu as beaucoup moins de contact avec l'extérieur. Il faut se rappeler que personne sortait. Et ça inclut le premier ministre, là, qui était donc toujours à l'édifice Honoré-Mercier. Tu n'as pas beaucoup de contact avec l'extérieur. D'ailleurs, ils ont commencé à commander une série de sondages lorsque la crise a commencé pour être capable de savoir ce que les gens pensaient. Parce que là, tes députés ne peuvent plus aller voir leurs citoyens, donc ils ne peuvent plus ramener au caucus des députés ce que les gens pensent. Tes ministres non plus, sortent plus. Donc, ils parlent avec un peu leur monde par Zoom, mais ce n'est pas l'équivalent d'être capable d'aller fréquenter les cégeps, les écoles secondaires, dans le cas d'un ministre de l'Éducation. Donc là, ils voulaient savoir ce que les gens pensaient des annonces, puis s'ils étaient prêts à le suivre, puis s'il y avait quelque chose qui n'avait pas fonctionné dans l'annonce ou qui n'avait pas été compris, bien, pour se rattraper dans le message. Fait qu'il y avait toute une série de sondages qui ont été commandés, dont je parle dans le livre aussi, parce que c'est... Donc les conseillers servaient aussi à avoir un son de cloche différent, là, pour pas que le premier ministre soit isolé puis qu'il prenne ses décisions sans avoir le pouls d'avis contraires ou de personnes différentes. Donc, ils ont été très, très utiles dans cette saga-là, les conseillers de François Legault. Je vous amène sur un autre sujet. Un des éléments qui est souligné comme étant une des plus grandes fiertés de François Legault par rapport à tout ça, c'est la formation des préposés aux bénéficiaires. Hein, où est-ce qu'il, clairement, là, il en a fait... je pense qu'il était comme très fier d'être passé par-dessus la machine lente et bureaucratique, puis dire, ben là, j'ai imposé ma vision des choses. Puis en lisant ça, j'ai aussi pris conscience que finalement, dans le livre, puis évidemment, c'était pas l'angle du livre quand même, on parlait plus de la crise de santé publique. On parle pas d'éducation. On parle pas parce qu'on a fermé des écoles, on a demandé à nos jeunes de retourner à la maison, de demander au cégep, aux universités de s'organiser, de donner de la formation à distance. Nous, on s'est sentis, sans dire largués, ça serait exagéré, mais on n'a pas senti... C'était arrangez-vous avec vos troubles, et je pense qu'on a quand même fait du bon travail. Est-ce que c'est parce que c'était pas l'angle du livre qu'on n'en parle pas, ou finalement, dans la cellule de crise, c'était pas si important que ça, à ce moment-là, la question de l'éducation? C'est une question un peu... Je pense un peu complexe, là, mais je me suis posé la question, je sais pas la place que ça prenait en disant, mais qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes? Qu'est-ce qu'on fait à nos écoles? Là, je vais y aller avec une réponse qui est pas... j'ai pas parlé à personne sur ce sujet-là en particulier, mais mon impression, c'était que la crise était très centrée autour du système de santé, d'abord. Puis après ça, la crise dans les CHSLD qui a pris beaucoup de temps. On avait une conscience constante de qu'est-ce qu'on fait avec les écoles, mais c'était beaucoup le primaire puis le secondaire. Oui, absolument. Le réflexe du premier ministre, quand il pense à l'éducation, puis lui, il n'arrête pas de répéter que c'est une priorité nationale, que c'est très important, pour lui, c'est beaucoup le primaire puis le secondaire. Pour lui, l'éducation, là, c'est beaucoup ça. Puis il n'arrête pas de répéter qu'il est fier d'avoir gardé les enfants sur les bancs d'école plus longtemps que bien d'autres provinces, notamment en Ontario, où on a fermé les écoles plus longtemps. Donc lui, il est très fier de ça. Mais quand il parle de ça, il ne parle jamais des cégeps et des universités. Puis ça, je pense que l'éducation post-secondaire, ça a peut-être été, en tout cas pendant cette période-là, un angle mort du gouvernement où on s'est justement dit, bon, ben c'est des adultes ou presque des adultes, ils ont une certaine autonomie, les cégeps, les universités, arrangez-vous, trouvez une manière de vous en sortir. Nous, on va s'occuper de fournir des ordinateurs aux écoles primaires puis secondaires auxquelles les classes ferment, mais vous autres, vous êtes capables de vous organiser. Ça a pris du temps, ça a pris plusieurs mois, je pense, avant qu'à un moment donné,
on se met à réfléchir à comment on pourrait structurer différemment l'enseignement à distance des écoles du post-secondaire. Puis on a commencé à parler de santé mentale 1 an plus tard, le printemps 2021, où on s'est dit, bon, là, c'est vrai que le fardeau, il est lourd pour nos étudiants du cégep et des universités qui sont à la maison depuis longtemps, qui ont moins de socialisation, pour qui c'est plus difficile d'apprendre. C'est arrivé plus tard, beaucoup plus tard dans les réflexions. Mais au moment où la première vague se passe, je pense que le sentiment que vous aviez là, d'arranger-vous avec vos troupes, c'était pas mal ça. Pas mal ça, ouais. Oui, je pense qu'on a fait. Évidemment, on n'a pas attendu que le gouvernement nous dise il faut donner de la formation, mais même, je me souviens du premier, puis même pour la primaire secondaire, du ministre de l'Éducation qui dit bon, ça sera des vacances. Parce que c'est sûr une phrase qu'il a regrettée d'ailleurs. Oui, bien, on est dans la première vague, on réalise pas qu'on s'en. Non, il pensait que ça allait être 2 semaines. Là, oui, c'est ça. Puis même les gens ici aussi pensaient beaucoup que ça serait 2 semaines. Donc, là, il y avait. Puis Jean-François Roberge, à ce moment-là, il est ministre de tout le réseau de l'éducation, incluant le post-secondaire. C'est vrai. Donc, lui, je pense que là, il y en avait beaucoup sur son assiette. Il y avait donc le primaire, le secondaire, les cégeps, les universités. Et c'est après ça, quand Daniel Mécan a été déplacé du ministère de la Santé, où là, on lui a donné la responsabilité du post-secondaire, de l'enseignement supérieur, ou quelqu'un, donc, là, il y avait un ministre à temps plein pour réfléchir aux défis du post-secondaire, puis bon, l'enseignement à distance, puis comment on peut essayer de les ramener à l'école, puis... mais avant ça, il y en avait peut-être trop dans l'assiette du même ministre pour être capable de... Puis dans les priorités, bien, clairement, ça a été le primaire, secondaire. Puis là, après ça, qu'on a scindé les deux, je pense que ça a permis d'avoir quelqu'un qui s'occupait plus spécifiquement de vos problèmes. Oui, mais des fois, ça va bien aussi quand tu s'en occupes pas trop. Ah, ben c'est ça. On peut le voir. C'est dur de tout avoir. Hein? C'est ça, voilà. On peut pas avoir l'autonomie et la... Ben, c'est ça. Dans complètement une autre perspective, moi, il y a un extrait là, qui m'a... j'avais pas pris la mesure de comment je vais le lire, si vous me permettez. Bien sûr. Les femmes, les minorités visibles et les pauvres sont plus durement frappées par l'épidémie, constate la Direction de la santé publique de Montréal en étudiant les cas qui s'accumulent quotidiennement. Près de 58 des malades à Montréal sont des femmes, surreprésentées en première ligne des soins. Le Québec ne collige pas d'informations précises sur l'origine ethnique des personnes infectées, mais le phénomène ressemble à ce qui est constaté dans d'autres villes nord-américaines. À Toronto, au printemps, 83 des malades de la COVID-19 étaient issus des minorités visibles. À Chicago, 70 des morts du virus étaient des Noirs, même s'ils ne représentaient que 30 de la population. Oui. Moi, j'étais conscient qu'il y avait eu une inéquité dans le virus, mais je dois avouer que c'est quand même, ça frappe, là. Oui. Je ne sais pas quel constat vous faites de ça. Est-ce que... Ben, moi, ça a pris du temps avant de m'en rendre compte. En fait, j'ai compris que moi aussi, je m'étais dit par déduction logique, ceux qui occupent souvent des emplois de première ligne, parfois moins bien payés, que ce soit dans les taxis, dans les commerces, dans les épiceries, préposés aux bénéficiaires, c'est souvent des gens issus des communautés culturelles. Je me suis dit, bon, ben eux, ils n'ont pas le choix, ils peuvent pas travailler de la maison, donc ils vont être en contact avec le virus. Mais en fait, j'ai pris conscience de l'ampleur quand j'étais allé passer du temps dans la direction régionale de la santé publique de Montréal, où là, il y avait une grande carte affichée dans le bureau de la docteure Drouin, qui est la directrice de la santé publique, où, grosso modo, on voyait là, par couleur à quel point les quartiers étaient touchés. Puis plus c'était rouge, plus il y en avait de cas, puis plus on était dans le vert, plus ça allait bien. Puis tu avais vraiment tous les contours de la pauvreté de Montréal. Tu voyais Montréal-Nord, Parc-Extension, Saint-Michel. Puis là, tu arrivais dans Outremont, puis ça virait au vert. Puis dans Westmount, c'était un beau vert. Là. C'était parfait, là, parce que ils occupent des métiers qui leur permettent de travailler de la maison. Ils sont souvent bien équipés pour le faire. Ils ont les ordinateurs, ce qui n'est pas le cas dans toutes les classes sociales. Puis c'était le cas dans les écoles aussi. Il y a des écoles qui ont été beaucoup moins touchées dans certains quartiers parce que les parents n'étaient pas des infirmières ou n'étaient pas dans le milieu de la santé ou n'étaient pas des policiers qui étaient en contact avec le virus. Et donc, les classes fermaient moins souvent. Donc, l'espèce de conséquences, même sur le réseau scolaire, est pire dans ces quartiers-là. Puis bon, comme je l'ai dit dans le livre, on n'avait pas les chiffres clairement parce qu'on fait pas cette étude-là. En tout cas, à l'époque, on le faisait pas. Je ne sais pas si on l'a fait dans d'autres vagues, sur qui, en termes d'origine ethnique, est touché. On voyait les hommes puis les femmes, c'était à peu près tout. Mais aux États-Unis, où on faisait ces recherches-là, on le voyait. Il n'y a aucune bonne raison pour qu'à Montréal, ça ait été différent. Puis quand je regardais la carte des quartiers, je trouvais que c'était assez clair. Puis on dit Montréal parce que, bon, c'est là que j'ai vu la carte, mais à Laval, c'était semblable aussi. Là. Les quartiers de Chomédé, de Saint-Vincent-de-Paul, qui sont le sud de Laval, qui ont des compositions socio-démographiques qui ressemblent à Montréal.
ont eu les mêmes problèmes, là. Des difficultés aussi à contenir le virus parce que c'était inévitablement des gens qui étaient beaucoup plus exposés. Donc ça, c'était un volet de la crise qui méritait d'être raconté aussi, je pense. Toujours dans le livre, moi, j'avais pas non plus réalisé que Chrono, qui est une compagnie d'aviation duquel on est prêt parce qu'avec l'École nationale d'aérotechnique, c'est juste à côté, puis on a des relations. Ah, OK. Et puis Sur Mesure aussi, là, qui est une autre entreprise québécoise. Dans le vêtement, finalement, des héros de la... Parce qu'en termes d'approvisionnement, sans eux, là, ce que j'en comprends... ça, c'est un de mes chapitres favoris du livre, ça. Parce que l'approvisionnement en équipement de protection individuelle pour les travailleurs de la santé a été un défi immense. Honnêtement, j'écrivais moi-même ce chapitre-là, puis j'avais l'impression d'écrire un film, puis probablement que je me disais que les gens n'allaient pas me croire. On débarque en Chine, puis on a... Les valises bourrées d'argent pour être capable de payer des pots de vin, pour être capable de faire passer ses camions jusqu'à l'aéroport, être capable de soudoyer les bons fabricants de masques aussi, parce que là, toute la planète veut les mêmes choses, donc les autres, ils vont prendre le plus offrant, puis si tu as de l'argent cash dans ta mallette, on va le prendre. Le gouvernement du Québec, mais comme n'importe où dans le monde, qui sont obligés de passer par-dessus leur processus habituel d'octroi des contrats, là, parce que le gouvernement n'arrive pas avec des valises bourrées d'argent en général. Mais là, tu n'avais pas le choix. Là. Fait qu'il fallait que tu contournes des règles, sinon tu n'allais pas avoir les équipements pour tes travailleurs de la santé. Et dans tout cette espèce de magma-là, fascinant, chaotique, j'ai réussi à trouver 2 entreprises québécoises qui étaient... eux-mêmes au bord de la faillite, étant donné la pandémie, puis qui ont réussi à donner un coup de main à l'État pour aller les chercher, ces masques-là. Les faire produire d'abord, dans le cas de Sur Mesure, qui est une entreprise qui fait le nom le dit, des vêtements sur mesure, des chemises qui avaient donc des contacts en Chine et qui s'est mis à importer des masques, qui ont été les 3e plus importants fournisseurs de masques, de chemises, de blouses pour les hôpitaux pendant ce printemps-là, alors qu'ils n'avaient jamais importé une seule chemise pour les hôpitaux avant. Là. Je pense qu'ils ont fait comme 258 millions en contrat là, pendant ce printemps-là. Une chance qu'ils étaient là, d'ailleurs, parce que sinon, on en aurait manqué là, dans les hôpitaux des masques. Là. Une chance qu'ils étaient là. Puis Chrono, ça prenait une compagnie d'aviation pour aller les chercher, puis qui était assez, permettez-moi l'expression, cow-boy pour atterrir à Shanghai puis de se faire un chemin sur ce tarmac-là, alors que tous les avions du monde ont le goût de se poser là, puis ça prend quelqu'un qui y va. Puis les autres, ils l'ont fait. Fait que, oui, puis c'était assez fascinant de les entendre parler de comment ils ont restructuré leur travail pour être capables d'aller les chercher, puis... Oui, une chance qu'ils étaient là. Puis en fait, je les ai trouvés parce que des sous-ministres et sous-ministres adjoints m'ont parlé d'eux, parce qu'ils m'ont dit sans Vincent Thériault puis sa gang de Sur Mesure, puis sans Danny Gagnon de Chrono Aviation, on aurait été vraiment dans le pétrin. Là. Mais vraiment. Là. On est passé proche souvent là, de manquer de masques, puis de gants, puis de blouses, là. Mais sans eux, on aurait manqué. Puis ça veut dire plus de gens exposés, plus de gens exposés, plus de morts, plus de conséquences. Donc, une chance qu'ils étaient là. Fait que raconter leur histoire, je trouvais que c'était important. Qu'il y ait un peu d'étincelles intéressantes. Là, c'est pas juste... Oui, il y a eu un paquet de mauvaises nouvelles pendant ce printemps-là, mais il y a aussi eu quelques éclairs là, de miracles. Là. Puis ça, il fallait les raconter aussi, ça valait la peine. C'est bien raconté, puis c'est ça. Surtout que d'entrée de jeu aussi, il y a une entrée assez spectaculaire, je trouve, qui s'appelle « Contempler l'abîme ». Oui, le chapitre 1. Chapitre 1, où est-ce qu'il y a une prise de conscience que là... En fait, on se croirait dans un film d'épouvante, quasiment. Ouais. C'est-à-dire, on ne sait plus si la chaîne d'approvisionnement va lâcher, si on va être capable de nourrir le Québec, si on va être capable d'avoir l'approvisionnement qu'il faut pour les hôpitaux. Est-ce que le système de télécommunication va tenir le coup aussi? Absolument. Alors, c'est différents éléments comme ça que vous évoquez d'entrée de jeu qui font OK, c'était dans cet été-là qu'étaient nos décideurs au moment où ils Bien, c'est ça. Avant de faire la chronologie, parce qu'on... Certains des chapitres que j'ai, moi, beaucoup appréciés, c'est les janvier-février. Comment ça s'est mis en place sans qu'on s'en rende compte. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, parler à l'épidémiologiste en Allemagne qui était la première à se rendre compte que le virus se répandait, même chez les asymptomatiques. Après ça, trouver l'épidémiologiste de New York qui était la première à envoyer l'alerte mondiale. J'étais content de faire des entrevues avec ce monde-là pour raconter ça. Mais en même temps, si tu pars un livre avec le mois de janvier où c'est tranquille, c'est long avant que tu arrives dans l'action au mois de mars. Fait que je me suis dit, bon, je vais faire mon premier chapitre le 13 mars, là, le lendemain de l'annonce de François Legault, où là, dans la haute fonction publique, je me suis rendu compte qu'on avait vraiment eu peur que
tout s'effondre, que les piliers de la société s'effondrent. Est-ce qu'on va être capable encore de recevoir des aliments qui viennent des États-Unis? Est-ce que Donald Trump va fermer la frontière, prétextant sécurité nationale, on garde les aliments ici? Là, à ce moment-là, tu n'as plus de fruits, tu n'as plus de légumes qui arrivent. Est-ce que les réseaux de télécommunications vont tenir le coup? Tout le monde s'en va à distance. Le bureau à la maison, l'école à distance. Mais là, les réseaux sont pas faits pour soutenir autant de gens qui sont sur Zoom, puis Google, puis tout ça en même temps. Fait que là, il faut que tu prépares le délestage parce qu'il y a des numéros de téléphone qui n'allaient plus fonctionner. Bon, mais comment tu dresses la liste des numéros essentiels au gouvernement? Ça, c'est fascinant aussi là, de savoir qu'on est tellement dépendant des réseaux, puis ils ont passé très, très près de s'effondrer. L'essence, est-ce qu'on va continuer à recevoir de l'essence? Si les raffineries arrêtent, si la production de pétrole arrête, là, tu fais comment pour avoir de l'essence? Puis ton kérosène, si tu vas aller chercher en Chine des masques ou des médicaments à travers le monde, il faut que tes avions puissent décoller. Mais là, s'il n'y a plus de kérosène qui se produit, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, quand tu fais tout l'effet domino, tu te dis, shit, il y a beaucoup de choses qu'on tient pour acquis dans la vie, qui, dans nos sociétés quand même riches et confortables, qui peuvent s'effondrer en pas grand temps quand les frontières commencent à se fermer, quand les entreprises décident de fermer. Et ouais, on n'était pas très loin de la panique, là. Finalement, il y a plusieurs choses qui sont rentrées dans l'ordre en quelques heures, quelques jours. Les réseaux de télécommunications, ça a pris plus de temps avant que ça se place. Ceux qui ont essayé d'être parfois en réunion où l'image figeait là, au mois de mars, puis où les numéros de téléphone, moi, je me souviens de temps en temps d'avoir essayé, puis ça mettait échec de l'appel. Bon, c'est parce que les réseaux étaient surchargés. Ça a pris plus de jours avant que ça se place. Mais la nourriture, finalement, le Donald aux États-Unis a pas trop fait de brasse camarade là-dessus. Les médicaments ont tenu le coup. Mais tu sais, ça a passé proche quand même, là. Puis ça, je voulais que les gens comprennent là, que j'allais leur raconter quelque chose qu'ils n'avaient pas vu. Mm-hmm. C'est pour ça que je parle le chapitre 1 avec ça. Après ça, on retourne en janvier. Puis là, on refait la chrono jusqu'au mois de juillet après. Ouais. Ça, il n'y avait pas que le papier de toilette là, qui... Il n'y avait pas que le papier de toilette, non. C'était plus... Puis les gens réagissent d'une manière parfois imprévisible. Oui. Puis c'est ça au gouvernement dont on avait peur aussi. C'est que là, les gens faisaient des réserves. Le canage, les spaghettis, tout était en rupture de stock. Pas nécessairement parce qu'on avait peur de ne plus recevoir de spaghettis, mais au moment où les gens en avaient besoin, si quelqu'un fait des réserves pour 3 mois, bien là, il y a du monde qui n'en auront pas. Puis là, si tu multiplies ça, avant que la chaîne d'approvisionnement puisse ramener tout le stock, bien, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines. Fait que là, il fallait calmer les gens en disant, vous n'avez pas besoin de faire des réserves là, pour une guerre nucléaire, là, parce que si on fait des réserves, il y a des gens qui n'en auront plus. Puis c'était aussi ça la crainte, c'est quand la panique s'empare des gens. Je me souviens de scènes là, au Costco là, où les gens se battaient dans les allées là, pour aller acheter du stock, là, puis pas juste du papier de toilette, mais il y avait peur qu'à un moment donné, il n'y en ait plus de nourriture. Mm-hmm. Mais là, si tout le monde fait ça, c'est vrai qu'il n'y en aura plus de nourriture, même si la chaîne d'approvisionnement tient le coup, juste parce que les gens ont trop fait de réserves. Puis ça, où ça inquiétait le gouvernement pas mal aussi dans les premières heures. Dernière question sur le livre, parce qu'après ça, j'aimerais ça qu'on jase un petit peu de la campagne électorale. Pas de problème. Si ça vous convient. Puisque c'est moi qui mène l'entrevue. Hein? Vous êtes dans le rôle. Exact. Ben, vous débrouillez bien à date. Ben, merci. Peut-être un deuxième métier en vous. Qui sait, une prochaine carrière. Pour conclure, les meilleurs coups, les bons coups de notre gouvernement dans cette crise-là, dans cette première vague-là, puis les moins bons coups. Là où ils l'ont échappé, disons, on va dire ça comme ça. Ben, là où ils l'ont échappé, c'est assez facile. Bon, ouais, toute la question des soins de longue durée, des CHSLD, ça a été difficile. Ça a été vraiment c'est ce qui fait que le bilan du Québec est plus difficile qu'ailleurs. C'est beaucoup chez les personnes âgées. Pour le reste, il y avait beaucoup de choses qu'on ne contrôlait pas, donc c'est pas tant la faute du gouvernement, là, mais les CHSLD, là, il y a une part de responsabilité. Dans les meilleurs coups, je pense que la communication politique était au sommet de son art pendant les premières semaines. Si quelqu'un étudie les relations publiques, là, autant la référence en relations publiques depuis 1998, c'était Lucien Bouchard puis le président d'Hydro-Québec. Oui, la crise du verglas, oui. Lors de la crise du verglas, qui avait leur conférence de presse quotidienne pour rassurer les gens. Ça, c'est étudié encore à l'université dans les cours de relations publiques. Là, je pense qu'ils peuvent jeter les vieilles images, là, puis prendre celles de François Legault et d'Horacio Arruda et à l'époque de Daniel Mécan des premières semaines, parce que c'était vraiment une communication politique extrêmement efficace. À la fois, sans faire paniquer les gens, mais leur dire la vérité aussi, les préparer à ce que ça aille de plus en plus mal, sans qu'ils paniquent. Avoir un ton quand même rassurant. On les sentait en contrôle, en sachant qu'ils ne l'étaient pas en réalité. Tu sais, les gens se doutaient bien qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas en contrôle, mais la façon très directe dont François Legault s'adressait à la population,
Ça a été extrêmement efficace. Et c'est d'ailleurs ce qui, je pense, permet à François Legault d'avoir traversé la crise avec un très haut niveau de popularité, alors que son bilan est moins bon que la plupart des autres provinces. Sa façon de communiquer était extrêmement efficace. Ça, c'est un bon coup qu'ils ont fait. Parce qu'en situation de crise, tout le monde se tourne vers le gouvernement puis se demande qu'est-ce qui va arriver. Fait qu'il faut que tu sois à la hauteur là, de la situation. La manière dont ils ont réussi à manœuvrer pour aller chercher tous ces masques, gants et blouses, honnêtement, il faut leur donner ça, là, d'avoir pilé sur leurs propres règles d'octroi de contrat puis d'avoir manœuvré là, de manière assez habile pour aller chercher ça. Ça, c'est assez impressionnant aussi. Ça fait partie de leur bon coup, certainement. Puis oui, même si le post-secondaire s'est senti un peu abandonné, là, je pense que d'avoir réussi à garder, d'avoir rouvert les écoles plus rapidement au Québec qu'ailleurs. Le primaire a rouvert dès le mois de mai. Puis ça, c'est un bon coup aussi, là, de ne pas avoir eu à ce point peur, là, parce que dans d'autres provinces, on a eu peur, puis ça a fait en sorte que les élèves ont manqué beaucoup, beaucoup d'écoles. Puis l'apprentissage à distance là, au primaire, là, honnêtement, là, c'est une catastrophe. Là, fait que c'est aussi bien de dire qu'ils n'ont pas d'école. Là. Fait que d'avoir réussi à les garder à l'école plus longtemps, même dans les deuxième, troisième vagues. L'Ontario a refermé ses écoles dans sa deuxième vague pendant l'hiver, puis au Québec, on les a gardées. Oui, il y a des éclosions, il y a des classes qui ont fermé, mais il y a des enfants qui sont allés à l'école beaucoup plus longtemps qu'ailleurs. Puis je pense que ça va paraître dans les prochaines années. Sur le taux de décrochage, sur la capacité d'apprentissage. C'est peut-être pas encore perceptible, là, mais je pense que ça va avoir valu la peine de faire ces efforts-là. Ça ne veut pas dire que ça a été parfait. Là. Il y a encore même là, le déploiement des tests rapides dans les écoles. C'est un peu chaotique. Là. On essaie de corriger le tir. Mais la volonté était là. Ça n'a pas été seulement comme, c'est plus simple de garder les écoles fermées. Puis des fois, tu regardais les autres provinces, là, en Alberta, en Ontario, tu avais l'impression que c'était juste plus simple de garder les écoles fermées. Mais il y a des enfants là-dedans qui apprennent moins. Là. Puis ça fait que ça, je pense que ça va être un bon coup aussi. Je vois le temps qui passe, là, puis je veux laisser du temps pour les questions, les moi, commentaires des gens de la salle qui ont probablement des questions encore fort intéressantes à poser. Mais juste avant, vous vous permettez, j'aimerais ça que vous me parliez un petit peu de la campagne. Voulez-vous qu'on fasse le livre, on vient à la campagne électorale après? Les questions. Peut-être les questions sur le livre, puis après ça... ou n'importe quelle question. Oui, s'il y a des questions, on va les prendre. Après ça, on jasera un petit peu de notre élection. Là, finalement, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois, exactement? Qu'est-ce qui s'est pas passé? Ou qu'est-ce qui s'est pas passé? Vous aviez... Oui, puis on vous demanderait quand vous voulez une question d'aller au micro, s'il vous plaît, parce que comme c'est enregistré, on veut s'assurer qu'on entende bien la question. Avec votre masque, personne ne va vous reconnaître. Il n'y a pas de gêne. Ça fonctionne. Ça a fonctionné. Alors, disons que vous faites un deuxième livre. Béton. Est-ce que vous avez pensé à un titre? Les gens m'ont demandé si je devais écrire l'hiver le plus long. Là. Non, j'ai pas pensé à un titre. J'ai même pas pensé à un livre parce que pour l'instant, c'est pas dans mes plans. Mais c'est drôle que tu poses la question sur le titre parce que c'est la première chose que j'ai trouvée. J'avais rien écrit encore puis j'avais déjà le titre. La quatrième de couverture, là, l'endos qui résume le livre, c'est la première chose que j'ai écrite. Puis il n'y a pas un mot qui a changé par rapport à ce que vous voyez. Donc, je sais pas, des fois, on a des sujets là, où on sait où on s'en va. Là, puis c'est vrai en journalisme aussi. Là, des fois, il y a des articles de magazines que j'ai écrits. Là. C'est bien écrit, ça a été facile, ça a été vite. Je savais où je m'en allais, les mots tombaient facilement. Puis d'autres où tu travailles, là, puis tu t'échines dessus pendant des jours et des jours, puis c'est pas toute la formulation, c'est pas ce que tu cherches. Ce livre-là a été relativement facile à écrire. On dirait que je savais, ma structure était déjà claire, je savais ce que je voulais dire, ce qui permet d'écrire le résumé en commençant. T'sais, là, c'est ça que je vais cadrer. Le titre, c'est la même chose, je l'ai trouvé assez vite. La page couverture, ça a été plus long. Ceux qui le voient peut-être pas bien d'ici ou qui l'ont pas eu en main, là, c'est une série de maisons à l'envers. Puis l'histoire de la page couverture est quand même intéressante parce que c'est un de mes voisins sur ma rue à Montréal qui est un artiste visuel, Jason Cantoro, qui fait habituellement des toiles. Mais donc, que j'ai connu pendant la pandémie parce que nos filles jouaient ensemble parce que on pouvait plus voir grand monde, fait qu'on se voyait dans la ruelle. Puis à un moment donné,
ma blonde, mais ça serait le fun que Jason fasse ta page couverture. Puis je disais, hey, Jason ne fera jamais ça. Là. Il est exposé à New York, puis à Paris, puis ses toiles, les moins chères, se vendent 5 000 $. Puis c'est lui, à un moment donné, qui m'a proposé en disant, je serais honoré de faire ta page couverture, tu sais. Puis j'ai dit, tu sais que les éditeurs québécois, ça paye pas cher. Fait qu'il a dit oui, puis c'est pas une question d'argent. Ça serait le fun qu'on le fasse ensemble, vu qu'on a vécu une partie de la pandémie ensemble, tu sais. Puis ça, c'est une photo qu'il avait prise il y a plusieurs années, qui évidemment n'était pas à l'envers à la base. Lorsqu'il m'a proposé toute une série d'illustrations pour la couverture, puis il y avait celle-là où il avait donc viré la photo à l'envers, qu'il l'avait mis en teinte de bleu, qu'il trouvait que ça représentait bien notre monde sans dessus-dessous du printemps 2020. Le côté froid aussi, avec le bleu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était un printemps vraiment pluvieux, froid, le printemps 2020. T'sais, ça a pris du temps avant qu'il fasse un soleil là, puis qu'on puisse sortir. Je me suis même dit à un moment donné, le gouvernement est chanceux, il fait tellement pas beau que le monde ne sorte pas. Ils restent chez eux. C'était aussi pour illustrer ça, l'image qu'il m'a proposé. C'était pas mon premier choix, mais ça a été le premier choix de l'éditeur. Puis c'est vrai que ça fonctionne bien. Mais il y avait toute une série de concepts comme ça sur lesquels on a travaillé. À un moment donné, on voulait prendre juste un masque comme ça, blanc, puis en fait plier un test positif de COVID pour en faire comme si c'était un masque. Puis ça répète ça, la page couverture. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, tous les tests de COVID étaient différents, dépendamment de l'endroit où tu faisais faire le test puis de qui l'analysait. Ça vient sur une page 8,5 par 11. Puis c'est à peine écrit positif quelque part en tout petit. Là. C'est pas un gros tag de la santé publique, là, t'sais. T'es infecté, ou t'es positif, quelque chose qui se verrait bien sur un petit carré de même. Fait qu'on s'est dit, les gens n'auront aucune idée là, que dans le fond, c'est un test positif de COVID qui est plié pour ressembler à un masque. Fait qu'on a écarté l'idée. Puis on est arrivé avec une idée un peu plus abstraite. Puis comme mon livre, je voulais pas que ce soit un livre qui soit uniquement politique. Je voulais pas avoir la photo de François Legault ou d'Horacio Arruda. C'est pas un livre... c'est pas une biographie, là, tu sais. Fait que je voulais pas avoir la photo des politiciens, je voulais avoir quelque chose de plus abstrait, un peu comme un roman, dans le fond, étant donné que mon objectif, c'est que ça se lise comme un roman, fait que ça tombait bien. C'est un long détour pour te dire que j'ai pas de titre pour le tome 2 s'il existe, mais je vais te raconter quand même la genèse de la page couverture. Puis le titre, je l'avais depuis longtemps. Il fait référence à... il y a peu de gens qui l'ont catché, mais The Longest Day, qui est un livre et un film qui ont été faits sur le débarquement de Normandie il y a longtemps. C'était le jour le plus long, quand tu le traduis, qui témoigne un peu du fait que ton rapport au temps disparaît quand tu es dans des situations de crise. Là, puis ceux qui m'ont parlé pour le livre m'ont souvent dit... on savait plus là, quel jour on était, quelle date on était. À un moment donné, tu avais l'impression que tu avais pris une décision hier, puis tu te rends compte que c'était la semaine d'avant. Tes repères, à un moment donné, s'effondrent quand tu es en gestion de crise. Fait que j'ai un peu repris cette espèce d'esprit-là en me disant, ben ça a été le printemps pour ces personnes-là qui ont été au centre de la crise le plus long de leur vie. C'était comme si c'était interminable. C'est comme ça que je suis arrivé au titre. Moi, je pensais au printemps qui persiste, mais... Ouais, ça aurait pu être ça, mais on verra si un jour j'en écris un autre. Plein de monde veulent que j'en écrive un autre, puis on dirait que j'ai pas la motivation pour le faire, pas le sentiment que ce serait aussi bon que le premier. Tu sais, un peu comme un film qui te tombe, tu sais, à part les Back to the Future, là, 1, 2, 3 étaient tous bons. Mais c'est rare que le 2 puis le 3 sont aussi bons que le film original. Fait que j'aurais l'impression de servir un peu quelque chose d'édulcoré juste parce que les gens m'ont demandé d'en faire un tome 2. Fait que je suis pas là mentalement encore. En tout cas, mais peut-être qu'un jour, ça je le ferai. intéressant pour être une série télévisée à ce point-ci. Ben d'ailleurs, il y a une boîte de prod qui est en train de négocier les droits d'achat pour en faire un documentaire du livre. Je sais pas où ils en sont. J'ai un agent littéraire qui s'occupe de ça, mais des fois, il m'écrit un texto en me disant que ça avance. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Je leur ai dit que je faisais pas le documentaire, que j'allais pas être la tête d'affiche de leur documentaire. J'ai pas le temps, puis j'ai pas le goût de le faire. Mais eux veulent racheter les droits probablement pour avoir toute la chronologie puis tout ce qui s'est passé, quitte à refaire eux-mêmes des entrevues, j'imagine, avec certaines personnes du livre pour les avoir à la caméra, mais d'avoir la séquence avec les dates, les chiffres, c'est important pour quelqu'un qui fait un documentaire. Fait que je pense qu'ils veulent avoir les droits. Mais ça pourrait faire effectivement une bonne série ou un bon film, même de fiction, entre guillemets, là, basé sur des faits réels, comme ils disent tout le temps. C'est juste que ça se termine pas vraiment à la fin. Non, il faudrait qu'on invente il faut qu'il y ait des sequels. Il faudrait qu'on invente la fin. C'est ça. Exactement. Merci. Ça fait plaisir. Merci pour la question. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, Gênez-vous pas, d'ailleurs. Oui. Moi, j'adore Allez-y. les questions. Fait que... Puis tout
tout est acceptable. Gênez-vous pas. Deux choses. Premièrement, si vous faites un deuxième roman, vous n'êtes pas obligé de faire une suite, juste raconter une autre histoire, genre pendant la 4e vague, c'est toute une autre affaire. Là. Je peux effectivement. Et ensuite, vous avez parlé tantôt que vous avez marqué que la santé publique et le gouvernement ont remarqué que pour les femmes, ça a été plus difficile parce qu'ils ont plus eu de cas de la COVID pour eux. Mais est-ce que vous avez remarqué que le gouvernement a vu que pas seulement qu'ils ont reçu plus de la COVID, mais aussi financièrement, beaucoup de femmes ont dû quitter leur travail pour s'occuper des enfants. Parce que c'était eux qui étaient au premier risque, ils ont dû quitter leur job, ils ont perdu leur job, sinon. Parce qu'il y en a qui, avec le travail en ligne, ils ont réalisé pas que ça dépend d'employés. Ben oui. C'est pour les jobs les moins payés. Ben, il y a aussi que c'est ça, c'est que la gestion de la famille repose beaucoup encore, même si les hommes en font plus. Et j'en suis un bon témoignage. Je suis assez près de mes enfants, je participe beaucoup, mais veux pas. Dans beaucoup de ménages, le premier réflexe, c'est que la femme arrête de travailler pour s'occuper des enfants si l'école est fermée ou si la garderie est fermée. Et aussi le fait que beaucoup des travailleurs de première ligne qui ont été exposés à la crise, ben c'était des femmes, les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, entre autres. Donc, ils sont tombés plus souvent malades, donc ont eu plus de conséquences sur leur emploi, effectivement. Je ne sais pas si les chiffres se sont rétablis. À un moment donné, dans les taux de chômage, on voyait que le taux de chômage était plus élevé chez les femmes que chez les hommes, qu'il avait été davantage touché. À mesure que le taux de chômage diminue, je pense que ça se replace aussi dans ces catégories-là. On est en pénurie de main-d'œuvre très, très forte au Québec, là, dans tous les domaines. Fait que si quelqu'un veut un emploi, il est capable d'en trouver un. Mais c'est vrai qu'il y a eu un impact assez fort à ce moment-là. Puis on le voit dans les programmes d'aide, surtout fédérales, là, tout ce qui est prestations canadiennes d'urgence, la PCU, etc. Il y en a beaucoup plus de femmes qui en ont bénéficié, justement parce qu'ils devaient arrêter de travailler pour s'occuper de la famille. Donc oui, les chiffres sont là et ça en témoigne. Là, les vagues subséquentes, moins. Je pense qu'on s'est comme habitué à comment gérer tout ça. Les écoles ont été plus souvent ouvertes ou presque tout le temps ouvertes. Les garderies aussi, fait que ça a amenuisé. Mais il y a des endroits, là, quand on parlait tout à l'heure là, de l'Ontario, de l'Alberta, ou qui ont gardé les écoles fermées longtemps, c'est un impact énorme sur les familles. Moi, je connaissais des gens qui étaient à Toronto là, lors de la 3e vague, que nous, on a moins vécu au Québec, elle était moins forte qu'ailleurs, mais en Ontario, elle était très forte au printemps passé, là, la 3e vague. À un moment donné, les écoles, ça faisait 2 mois et demi qu'elles étaient fermées. Là. Les parents capotaient. Là. C'est d'avoir les enfants à la maison tout le temps. Là. Puis là, c'est pas juste ça, c'est que l'organisation familiale. Fait que là, tout le monde travaille de la maison. Fait que les 2 parents travaillent de la maison. Mettons qu'ils ont 2-3 enfants en âge scolaire. Puis là, il faut qu'ils fassent des Zooms avec leurs profs. Mais là, tu n'as pas 5 laptops à la maison nécessairement. Tu n'as pas la bande passante pour que tout le monde soit en Google Hangout en même temps. Fait que là, plus ils sont jeunes, plus ils ont besoin d'aide. Ils ne peuvent pas faire les Zooms tout seuls. Là. C'est « Maman, mon micro est fermé, puis ben, ça marche pas. » Puis là, toi, tu dis à ta job « Attends, il faut que je m'occupe de mes enfants. » Fait que déstructurer le noyau familial, là, ça a été toute une aventure. Puis plus les enfants ont été longtemps à la maison, plus c'était difficile. Puis je pense que le fardeau a été plus important pour les femmes que pour les hommes pendant cette période-là. Puis j'ai une autre question. Ces temps-ci, on voit beaucoup d'anti-masques et de complétistes qui disent que tous les journalistes puis tous les médias que justement ils publient des choses à propos de la COVID et tout ça, ils disent tous ils travaillent pour le gouvernement, c'est tous des corrompus puis plein d'affaires dans le genre. Vous en pensez quoi de ça? Excellente question. S'ils savaient comment les journalistes réfléchissent, ils ne diraient pas ça, là, parce qu'en général, il n'y a pas grand-chose qui rend un journaliste plus heureux que de picosser le gouvernement puis de leur sortir des scandales puis de les mettre dans l'eau chaude. Là, le journaliste politique là, considère comme un trophée la démission d'un ministre après un scandale qu'il a sorti. Là. Fait que le journaliste n'aime pas en général faire plaisir au gouvernement. On est plutôt dans le sens inverse. Je trouve que des fois, même nos journalistes sont très durs envers les politiciens. Ça contribue d'ailleurs un peu au cynisme, probablement. C'est sûr que dans un état de crise, c'est un peu différent dans la mesure où la critique du gouvernement, elle a été présente. Elle a été assez mal acceptée de la population, d'ailleurs, parce que les gens écoutaient le point de presse puis ils n'aimaient pas les questions des journalistes qui disaient « Bien là, pourquoi ils posent des questions de même? Ils font ce qu'ils peuvent. Pourquoi est-ce que les questions sont aussi difficiles? » Puis le processus de collecte de l'information n'avait pas changé. Mes collègues à l'Assemblée nationale posaient les mêmes questions qu'ils posent tout le temps. Mais le regard des gens, habituellement, ils voient juste le produit fini. Ils ne voient pas tout le processus pour...
peut-être si on voyait tout ce qu'ils mettaient dans la saucisse, on en mangerait un peu moins. Je sais pas, juste ça comme ça, mais le processus là, pour se rendre jusqu'au produit final, parfois c'est un peu chaotique, échevelé, pas toujours beau. Puis je trouvais que les questions étaient plutôt bonnes. Alors moi, la réaction des gens dans le début de la crise, c'était qu'ils nous trouvaient trop durs envers le gouvernement, ils non pas trop gentils, contrairement à ce que les complotistes pensent. Après ça, la crise s'étant un peu amenuisée, on est retourné dans un rapport de force normal entre les médias puis le pouvoir, qui est un rapport de tension constant, c'est-à-dire qu'on veut avoir de l'information, on les pousse pour l'avoir. Il y a des journalistes qui essaient de faire trébucher les politiciens d'un fois, ça fait partie de leur job, même si les gens n'aiment pas ça ou que c'est pas toujours chic. Mais en bout de piste, de cette tension-là, naît quand même une espèce de condensé essentiel pour que les gens comprennent l'information. Moi, je pense que c'est beaucoup de les gens qui ne croient pas à la science, qui ne croient pas à l'action du gouvernement, nous utilisent beaucoup comme bouc émissaire pour être capables de justifier le fait que les gens n'auraient pas l'information véridique, mais en réalité, c'est plutôt parce qu'ils ne s'abreuvent pas aux bonnes sources. Parce que honnêtement, si quelqu'un peut sortir un scandale ou une exclusivité qui met le gouvernement dans l'embarras, le journaliste va le faire sans même hésiter. Il n'y a aucune espèce de raison de ne pas le faire. Ça fait partie du travail qu'on fait depuis longtemps. Fait que, mais en même temps, avec la force des réseaux sociaux, il y en a qui sont des complotistes de grand talent, des très bons communicateurs pour faire avaler toutes sortes de choses. Puis les gens, ils n'ont pas toujours les bons repères, les bons outils pour faire la différence. Puis ils se mettent à croire. Puis plus tu crois à certaines de ces théories-là, plus c'est une espèce d'écosystème qui se nourrit. Tu côtoies des gens qui y croient aussi, puis qui donc critiquent les médias. Puis à un moment donné, tu t'enfonces un peu, puis là, c'est plus facile de dire que les médias sont tous vendus et corrompus que de se dire que tu as pris la mauvaise track, puis que peut-être que tu t'es pas informé à la bonne place. Mais ça a toujours été présent. Tu sais, le scepticisme envers les médias, les journalistes, le gouvernement en général, les institutions, les scientifiques, les experts, l'anti-élitisme, ça a toujours été présent. C'est juste que là, il est très, très fort parce qu'ils ont des causes précises qui viennent les chercher. Tu sais, c'est émotif. Là, quand tu veux pas les vaccins, ça vient te chercher fort. Quand tu crois pas à la pandémie, tu as l'impression que tout le monde est détraqué. Fait que c'est très émotif. Mais ils sont toujours là. Tu sais, ce monde-là, en général, ils sont là, sauf qu'ils n'ont peut-être pas nécessairement l'ampleur que ça prend actuellement parce que là, ils ont un gros sujet sur lequel tout le monde est attentif. Là, inévitablement, au nombre de personnes qui s'intéressent à la pandémie, ils vont être capables d'aller en recruter des nouveaux. Mais ils ont toujours été là. Puis c'est plus présent dans certaines sphères de la société. C'est plus présent aux États-Unis qu'au Canada. C'est plus présent. Tu sais, il y a des courants là-dedans. Là. Fait qu'il ça fait partie de la vie. Puis je les vois passer. Puis ils nous écrivent. Puis ils nous engueulent. Puis quand on est tanné, on les bloque. Puis à un moment donné, c'est ça qu'il y a. Tu sais, à un moment donné, il y a des limites. Là. Mais sont très présents. Ils sont très présents, mais moi, je regarde toujours les sondages pour être capable de relativiser ce mouvement-là. Tu sais, ils font beaucoup de bruit, ils prennent de la place, mais quand tu regardes le nombre de personnes vaccinées, le Québec est l'une des sociétés les plus vaccinées au monde, l'une des sociétés qui croit le plus à la science, une des sociétés qui a suivi le plus le gouvernement puis ses consignes sanitaires. Fait qu'ils sont 5, 6, 7 %. C'est sûr que sur 8 millions de personnes, ça fait beaucoup en nombre absolu, mais ils sont quand même bien 5, 6, 7 % seulement. C'est pas comme si la moitié de la population croyait pas que la pandémie existait puis que les vaccins étaient dangereux. Là. En réalité, ils sont pas si nombreux que ça. Là, ils manifestent devant les écoles. Là. Ils sont quand même bien juste 20 à manifester devant une école. Ils font beaucoup de bruit, on en parle beaucoup, mais puis je dis pas que c'est acceptable, mais c'est pas beaucoup. En réalité, par rapport à la masse de gens qui suivent une information qui est plus vérifiée que ce que bien des gens tombent sur Internet. Là. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, ça répond. OK. Merci. Là, je me souviens plus jusqu'à quelle heure on s'était promis de vous libérer. Je regarde Jacques derrière, mais je voudrais quand même au moins prendre... Moi, on m'a dit d'être disponible jusqu'à 7 h. Fait qu'il est juste 6h10. Fait que c'est pour vous autres. Quand vous serez tannés, vous vous levez pour vous en aller. Il y aura un message. Pendant que d'autres pensent à leurs questions, moi, j'ai envie de parler un petit peu de la campagne électorale qu'on vient de vivre. Puis après, ensuite, parler aussi de la municipale, qu'on est dedans. On a eu 2 pour 1 dans la même période. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui a changé entre aujourd'hui puis le moment où on s'est lancé aux élections? En nombre absolu, ceux qui ont écouté la soirée électorale, là, on se dit que c'est pas mal un copier-coller de l'ancien Parlement, puis ils ont raison. Là, à part 2-3 députés d'un bord puis 2-3 de l'autre, c'est pas mal semblable en termes de rapport de force à ce qu'on avait avant.
Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que les citoyens, dans leur sagesse collective, appréciaient le Parlement précédent. Ils ont grosso modo revoté pour les mêmes députés qui étaient là. Ça veut dire que Justin Trudeau a perdu son pari d'aller décrocher sa majorité. C'était ça qu'il voulait, il l'a pas eu. Sauf que ça veut pas dire qu'un copier-coller mathématique veut nécessairement dire que la dynamique va être la même en Chambre. Parce que là, tu viens d'avoir une élection, puis l'arme atomique des partis d'opposition au gouvernement minoritaire, c'est de pouvoir déclencher une élection. Puis là, personne n'en veut. Fait que tu as perdu ton levier de négociation. Fait que c'est le même gouvernement, le même rapport, la même composition de Parlement, mais il y a un nouveau mandat et donc la balle retourne du côté du gouvernement. Il y a un bon 2 ans devant lui avant que ça recommence à chauffer puis qu'on recommence à parler de possibilités d'élection. Fait que ça va donner plus de latitude au gouvernement que ce qu'il aurait probablement eu s'il n'y avait pas eu de déclenchement d'élection. Parce que plus le gouvernement vit longtemps, moins l'entente entre les partis est bonne, plus les frictions sont grandes, plus c'est difficile d'adopter des projets de loi. Puis là, à un moment donné, tu te mets à reparler d'élections. Là, on vient de repartir sur des bases neuves, même si c'est le même Parlement. Fait que je pense qu'ils sont condamnés à s'entendre, alors que là, ils sentaient peut-être plus que c'était le cas. Fait que moi, je pense que le gouvernement-là va durer plus longtemps que la moyenne. Puis il y a même des gens qui pensent qu'il pourrait faire 4 ans, même de gouvernement minoritaire, justement parce que là, plus personne n'a le goût d'aller en élection. Là. Fait que tout ça pour dire que ça sera pas la même dynamique, même si c'est le même Parlement. Mais oui, probablement que Justin Trudeau s'est dit, j'aurais peut-être pas dû déclencher d'élection. En même temps, avec ce que vous dites, finalement, l'opposition est plus affaiblie, alors peut-être que finalement, c'était pas mauvais pour lui non plus. Tout le monde est un peu affaibli, dans le sens où le gouvernement n'a pas eu vraiment les coups des franges qu'il voulait. Il doit continuer à faire des compromis. Les partis d'opposition n'ont pas réussi à enlever le pouvoir à Justin Trudeau, puis là, ils ont effectivement moins de levier qu'il y en avait, donc ils sont affaiblis. Est-ce qu'il va y avoir des courses à la direction, notamment au Parti conservateur, où ils vont garder Erin O'Toole? Ça aussi, ça va peut-être changer la dynamique. Fait que, il va y avoir encore suffisamment d'actions pour qu'on s'en occupe, là. Les journalistes politiques. Comment un chroniqueur politique réagit à un premier ministre de province, François Legault, qui prend position assez clairement quand même? C'est pas dans la norme. Vous avez été surpris de ça? Vous avez été... J'ai été surpris, puis je pense que depuis... Est-ce que c'est une erreur? Depuis que François Legault s'est installé au pouvoir, il n'a pas fait beaucoup d'erreurs politiques. C'est-à-dire, comme je le disais, dans la tragédie des CHSLD, il y a eu des erreurs qui ont été commises. Dans la gestion sanitaire, il y en a eu. Mais tu sais, des erreurs auto-infligées de stratégie politique, il n'y en a vraiment pas fait beaucoup. Moi, je pense que ça, c'en était une. Je pense qu'il a dilapidé du capital politique. Il est très populaire, puis il va rester très populaire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont sourcillé en se disant je n'ai pas vraiment l'intention qu'un premier ministre me dise pour qui voter. Puis que, surtout pour un parti politique qui n'est pas tout à fait au diapason des valeurs de beaucoup de Québécois. C'est-à-dire que François Legault s'est concentré sur toute l'autonomie du Québec, les champs de compétences, le partage des compétences. Puis c'est tout à fait un débat intéressant, mais c'est vraiment un débat de politiciens et d'initiés. Parce que les gens, quand ils vont voter, la plupart du temps, ils ne votent pas en se demandant si le partage des compétences puis les normes nationales, c'est grave. Ils vont en pensant à l'environnement, au contrôle des armes à feu, aux programmes sociaux, aux garderies. Puis ça, bien, sur un paquet de ces sujets-là, le Parti conservateur n'était pas tout à fait en ligne avec ce que bien des Québécois souhaitaient. Fait que là, soudainement, tu as le premier ministre qui dit voter pour un parti dont, par exemple, la priorité en environnement est très, très faible. Il y a des gens qui vont dire je comprends là pour ton partage de compétences que tu aimerais ça, que ça soit plus simple, mais moi, je ne vais pas voter pour un parti qui considère que les changements climatiques, ça n'existe pas. Parce que c'est ça que les militants conservateurs ont dit au dernier congrès. Fait qu'il y avait comme une espèce de tiraillement entre j'aime bien François Legault, mais en même temps, il va très loin dans sa directive. Puis ça, je pense que c'était une erreur. D'ailleurs, il a essayé de corriger un peu le tir là, de toutes sortes de manières après, en disant moi, j'ai surtout encouragé à voter bleu, pas nécessairement pour les conservateurs. Mais tu sais, on réécrit une partie là, de l'histoire pour que ça fitte mieux. Mais donc, je pense que c'était une erreur. Il dit qu'il le regrette pas. Moi, je pense que c'était quand même une erreur. Il le regrette peut-être un peu des fois quand il pense. Je pense qu'il le regrette peut-être un peu, mais il ne le dira pas. Ouais. Ben, écoutez, pour la politique fédérale, je pense que bon, on l'a tous vécu, puis on est déjà, on va les regarder aller. Mais j'ai envie de vous en parler un peu de politique municipale parce que là, on est dedans. Ouais. Évidemment, sur l'île de Montréal, il y a un duel. Le match revanche. Le match revanche, pour utiliser une expression. Puis évidemment, j'aimerais ça vous entendre sur Longueuil, parce que nous, évidemment, on se sent concerné par Longueuil, notre course à 4. Mais peut-être Montréal un peu. Comment vous voyez ça, le Denis Coderre 2.0 versus Valérie Plante? Et comment vous voyez
les choses se positionnent. D'abord, c'est pas un nouveau Denis Coderre. C'est le même Denis Coderre. Là. C'est ce qu'il prétend. Moi, il a écrit un livre puis il a perdu du poids, mais c'est le même Denis Coderre. Puis ça paraît dans sa façon de communiquer, ça paraît dans la manière dont il gère les controverses. C'est le même Denis Coderre. Moi, je connais Denis Coderre depuis longtemps. Il était député fédéral quand moi, j'étais à Ottawa comme journaliste pour Le Devoir. Il était critique en matière de défense du Parti libéral quand les conservateurs étaient là. Puis moi, le domaine de la défense, c'était un des domaines que je suivais beaucoup. Fait que je connais bien Denis Coderre. D'ailleurs, à un moment donné, je me souviens pour une anecdote, j'étais dans les bureaux du Devoir à Ottawa, puis je me souviens plus sur quoi j'écrivais, là, puis j'avais demandé une entrevue, puis il était pas là, fait que j'avais laissé un message, puis quand il m'a rappelé, je décroche, puis je dis « Oui, allô? » Puis il dit « Salut le père, c'est Denis. » Là, je dis « Denis, c'est un petit peu trop friendly, là. Quand tu m'appelles « Salut le père », là, tu sais, tu dis « OK, on va t'appeler Alec à la place. » Fait que, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Puis c'est dur de se réinventer comme rendu à un certain âge. Fait que je pense que c'est le même Denis Coderre. La question, c'est est-ce que les gens s'ennuient du Denis Coderre précédent ou est-ce qu'ils sont satisfaits avec Valérie Plante? Puis là, ça, c'est pas clair. T'sais, ils sont au coude à coude dans les sondages. Valérie Plante a fait des erreurs qui font en sorte que les gens, particulièrement dans les quartiers périphériques, elle est très populaire au centre de l'île, mais moins dans les quartiers périphériques, où le Coderre a toujours été populaire. Fait que ça va être une bataille vraiment intéressante parce que elle a aussi des boulets qu'elle traîne depuis 4 ans là, dans la gestion de l'île de Montréal. Il y a bien des gens qui ont l'impression que c'était pas ce qu'ils souhaitaient. Fait que ça va être un beau match revanche. C'est quoi les erreurs de Valérie Plante? Il y a un côté... Puis c'est correct de vouloir être en politique pour changer les choses, mais il y a un côté bulldozer dans l'approche de Projet Montréal, parfois, sur l'urbanisme, la façon dont on impose des changements, on retranche des voies, on enlève des stationnements, on ajoute des pistes cyclables. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites puis qui n'ont pas été faites à temps à Montréal. Ça a pris du temps avant d'adapter la ville à une piétonisation ou un réseau cyclable qui soit plus développé. Mais parfois, quand tu le fais vite, ça crée beaucoup de mécontentement. T'sais. Puis il y a des gens qui se sentent brusqués un peu. Fait que peut-être dans la façon dont on présente les choses, il manque un peu parfois d'explication, de doigté, de diplomatie, puis ça a brusqué certaines personnes. En même temps, c'est ça. C'est sûr que la politique, ça sert aussi à brasser la cage, mais des fois, dans la manière, il y a des gens, je pense, qui sont sentis. Mais je vois notre féministe ici, je ne veux pas vous accoler une étiquette, parce que ça me fait peur. Le fait que ça soit une femme qui ait un position. Il y a des gens, certainement, pour qui ça joue dans. Non, mais le fait que ce soit une femme, en fait, le sens de ma question, c'est est-ce qu'on la juge plus sévèrement dans cette attitude un peu plus sûrement qu'il y a oui. Bon, on juge en général les femmes différemment en politique par rapport aux hommes. On s'attarde beaucoup plus à des détails, à leur apparence, à ce qu'ils portent, à la manière de parler. Une femme qui décide de brasser la cage va être perçue comme hystérique, alors que l'homme va être perçu comme ayant du caractère. Donc oui, on les juge pas de la même manière. C'est plus difficile pour une femme de faire de la politique que pour un homme. Fait qu'il y a certainement dans le jugement que les gens portent vers Valérie Plante un peu de ça aussi. Moi, personnellement, je la trouve plutôt agréable, souriante. Je trouve que c'est beaucoup plus ensoleillé à la mairie depuis qu'elle est là qu'avec Denis Coderre, qui avait toujours l'air de mauvaise humeur. Là. Donc, je trouve que c'est une qualité qu'elle a, que peut-être bien des Montréalais vont finalement apprécier. Les sondages se resserrent d'ailleurs. Fait que je pense qu'elle est loin d'être battue, Valérie Plante. Je le dis depuis des mois. Là. Projet Montréal, à chaque fois qu'ils se sont implantés dans un quartier, ont toujours ensuite augmenté leur majorité d'élection en élection. Les gens ne sont pas revenus en arrière parce qu'il y a des mairies de quartier à Montréal. Là. Donc, ils s'incrustent, ils font certainement quelque chose de bien si les gens revotent pour eux à l'échelle locale. Maintenant, pour la mairie, c'est une autre chose parce qu'il y a des quartiers périphériques, la Rivière-des-Prairies, dans l'Est. Là, les gens, grosso modo, vivent en banlieue, même sur l'île, dans leur manière de vivre, avec leur auto, Puis ça joue différemment. Mais ça va être une lutte très intéressante. Puis pour Longueuil, je suis moins au courant parce qu'il attire moins médiatiquement l'attention que Montréal. Je connais Catherine Fournier qui se présente parce qu'elle était députée à l'Assemblée nationale. Je connais aussi Jacques Letourneau parce que quand il était à la CSN, j'y ai parlé souvent. Je ne sais plus en sont où dans leur course exactement. Là, à part, j'ai vu un sondage disant que Catherine Fournier est en avance, mais à part ça, je ne sais pas trop exactement où ils en sont. Nous, à Midi Info, à mon émission de radio, on vient de finir la campagne fédérale. On avait notre réunion de planification des sujets aujourd'hui, puis on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait pour les élections municipales? Nous, on commence à s'y intéresser parce que le vote est au début du mois de novembre. Il reste encore un bon 5-6 semaines. Fait que là, on va essayer de regarder justement là, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir parler des élections municipales de manière intelligente. Mais j'ai moins suivi
le municipal depuis quelques semaines. J'étais occupé avec le fédéral. C'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça peut être autant sur le livre, sur le parcours, sur la politique? N'importe quoi. Avant de... Les jeunes d'abord. Moi, c'est à propos de M. Blanchet. Oui. Récemment, je parlais avec un de mes amis qui ont trouvé qu'il avait quand même bien performé puis qu'il avait eu quand même la cote populaire au Québec. Puis on se demandait, puis j'aimerais peut-être avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que vous pensez que M. Blanchet serait plus utile s'il revenait au provincial, au Parti québécois, ou au contraire, c'est peut-être mieux de l'avoir au fédéral? C'est une très bonne question. Et je me demande ce que les péquistes en pensent, parce que actuellement, c'est pas comme si ça allait bien dans les sondages. Ils se disent peut-être que d'avoir le chef du Bloc, ça les aiderait à remonter un peu la pente. Il a été déjà au provincial avant. Il a été ministre dans le gouvernement de Pauline Marois, ministre de l'Environnement, entre autres. Je sais pas si... il aurait réussi à ranimer le Bloc, qui était à toute fin pratique presque enterré quand il a pris la direction. C'est un parti qui était en crise avec, souvenez-vous, Martine Ouellette, dont le 3/4 du caucus avait démissionné. Fait que déjà, de rapiécer un parti comme ça, c'est une grande réussite. Puis après ça, en faire élire 32 députés dans la première élection, c'était bon. Là, on va voir s'ils vont finir avec 32 ou 34, mais il a réussi à maintenir les acquis. Il aurait probablement perdu des députés s'il n'y avait pas eu la controverse autour de la question de la modératrice au débat en anglais qui a refouetté un peu le côté nationaliste de bien des Québécois, parce que sa campagne, elle allait moyen avant que ça se produise. La difficulté qu'a Yves-François Blanchet actuellement, c'est qu'il est en contradiction avec plusieurs positions du PQ. Parce que pour être capable d'avoir l'air d'aller qu'il a eu au fédéral, il a fallu qu'il se colle beaucoup sur François Legault, sur plusieurs des projets de François Legault, avec lesquels les péquistes ne sont pas toujours d'accord, notamment le 3e lien à Québec, là, le tunnel entre Québec et Lévis. Et donc, au Parti québécois, on se demande si, en fait, on a encore un grand frère à Ottawa ou si, en fait, c'est devenu une succursale de la CAQ. Alors, est-ce qu'il pourrait revenir si facilement qu'il le dit, que certains le pensent? Je ne le sais pas. Parce que c'est résolument collé sur François Legault, étant donné sa popularité aussi. Là, il a voulu surfer là-dessus aussi. Mais peut-être que si le poste de chef du PQ devenait libre éventuellement, il s'essaierait. Là, ça ne l'est pas. Paul Saint-Pierre Plamondon est en place. Il a le droit au moins de s'essayer pour une élection. Ce serait la logique. Est-ce que si la prochaine élection est une catastrophe, est-ce qu'on va faire appel à Yves-François Blanchet en disant « Viens sauver ce qui normalement devrait être le navire amiral de la souveraineté québécoise, ça devrait être à Québec, là, donc viens donner un coup de main ». Je ne sais pas, il y avait longtemps, Gilles Duceppe, quand il était au Bloc, se faisait courtiser par le PQ pour y aller. Il a même essayé d'y aller une fois. Il a reculé quand Pauline Marois est allée. Il a souvent pensé y aller. Mais la culture politique des deux entités n'est pas la même nécessairement, même si les deux sont souverainistes. Ça ne veut pas dire que tu as les mêmes contacts, que tu as les mêmes réflexes à Québec qu'à Ottawa. Fait que je sais pas, il faudrait lui poser la question si le poste devient libre, parce que si je pose, là, il va rire puis il va dire je suis très bien dans les chaussures que j'occupe. Mais certainement que si le PQ a une campagne électorale difficile, puis qu'à Ottawa et François Blanchet, ça tente de revenir, il y a peut-être des gens qui vont lui faire signe. Mais je pense qu'il est trop tôt pour savoir si effectivement c'est une possibilité. De rien. Oui, donc je voulais savoir, c'est quoi l'avenir des médias, principalement au Québec, là, considérant, là, il y a eu en 2019 là, le groupe Capital Média qui croulait sur les dettes, la presse qui est devenue un OSBL, Radio-Canada qui a un budget de 1,quelques milliards, là, on sent que les joueurs, ça rétrécit beaucoup, et puis on sent vraiment aussi là, que des fois même, dans les médias, le contenu, des fois, ça se dégrade un peu. On est plus dans l'opinion, plus que dans le journalisme. C'est quoi exactement le portrait? C'est quoi l'avenir des... C'est un portrait qui est difficile. Moi, je viens donc, là, ça fait juste comme 5-6 semaines que je suis à Radio-Canada. Fait que je viens des médias privés. J'ai fait 10 ans au magazine de l'actualité, presque 10 ans au journal Le Devoir, qui n'est pas réputé pour être particulièrement riche. Pendant que j'étais à l'actualité, le magazine a été vendu. On est passé de Rogers, qui est un gros conglomérat, à une petite boîte qui était détenue en partie par Alexandre Taillefer, l'entrepreneur. Donc, j'ai vécu pas mal de hauts et de bas dans les 20 dernières années.
La difficulté que les médias ont, c'est essentiellement un problème de modèle d'affaires. C'est-à-dire que les gens ne se sont jamais autant informés auprès de leurs médias. Les taux de fréquentation des médias québécois sont exceptionnels par rapport à d'autres endroits. Les gens consomment beaucoup d'informations, mais beaucoup via les réseaux sociaux pour se rendre sur les différentes plateformes. Mais les médias sont plus capables de monétiser cette audience-là comme avant. Avant, ils vendaient de la publicité qui leur rapportait très cher. Maintenant, la publicité s'est déplacée des médias aux réseaux sociaux qui sont devenus l'intermédiaire pour que les gens se rendent jusqu'aux médias. Et donc, c'est Facebook puis Google qui absorbent 80% des revenus. N'importe quelle entreprise qui perd 80% de ses revenus va avoir de la difficulté. Donc là, on est dans cette situation-là. Comment trouver une manière de produire un journalisme de qualité en ayant beaucoup moins d'argent pour le produire? Fait qu'il y a inévitablement des sacrifices qui sont faits. Les journalistes québécois voyagent beaucoup moins à l'étranger qu'avant. Il y a beaucoup moins de reportages internationaux qui sont faits dans nos médias. On a moins de correspondants à l'étranger parce que ça coûte cher à maintenir. Il y a quand même encore pas mal d'enquêtes. Les grands médias en font encore beaucoup. Mais c'est clair que l'opinion, c'est quelque chose qui est très populaire, notamment par l'entremise des réseaux sociaux, qui coûte moins cher que de mettre des journalistes pendant des semaines sur un sujet qui peut finalement ne déboucher sur rien. Donc, il y a effectivement beaucoup d'opinions. C'est un contre-coup des difficultés financières des médias. Je pense qu'il y a une relative stabilité, c'est-à-dire qu'on est, d'après moi, pas très loin du fond du baril. Fait que les médias se sont adaptés avec cette situation financière-là difficile. Il y a toutes sortes d'idées qui circulent sur la manière de remonter un peu la pente. Est-ce qu'il y a des pays qui ont passé des lois pour donner plus de levier aux médias, pour négocier avec les réseaux sociaux, avec Facebook puis Google, pour avoir des redevances, aller chercher capter une partie de cette richesse-là, parce que c'est pas comme si ces grosses plateformes-là manquaient d'argent, là, donc aller en chercher une partie pour financer le journalisme. Il y a des crédits d'impôt que les gouvernements ont mis en place pour être capables de faire le virage numérique, entre autres. Donc, il y a des mesures qui sont en place, qui sont un peu des plasters là, sur une plaie pour l'instant. Il faudrait trouver une manière que les Facebook, Google, Amazon et autres producteurs de contenu participent à l'écosystème, comme c'est le cas, par exemple, dans la télé. Tu sais, quand on est abonné au câble, il y a une partie des revenus que les gens donnent à Bell ou à Vidéotron qui s'en va dans un fonds qui finance les téléséries québécoises qui sont produites. C'est pourquoi on a des très bonnes téléséries aussi au Québec, alors qu'on est un petit bassin de population, c'est que l'écosystème fonctionne. Le câble profite du fait qu'on a des bonnes téléséries, parce que les gens ils s'abonnent à la télé. On redonne à ce milieu-là pour qu'ils soient capables de refinancer des téléséries. Il faudrait arriver à un même modèle journalistique où Google puis Facebook, qui profitent beaucoup de la crédibilité des journalistes et de l'information qu'on génère, pour pas qu'il y ait juste de la désinformation sur leur plateforme. Il faudrait qu'ils trouvent une manière de redonner une partie de ces revenus-là. Mais tant qu'on les oblige pas à le faire, ils vont pas le faire. Là. Fait que la question, c'est comment les gouvernements font pour intervenir. Fait qu'à Ottawa, Stephen Guilbeault, avant les élections, est en train de développer un projet de loi, justement, qui ressemble au modèle australien, qui ressemble au modèle français, qui sont plus avancés sur nous, puis qui réfléchissent à des manières de dire, tant de pourcentage des revenus annuels de Facebook générés par la publicité au Canada devrait retourner dans un fonds, qui après ça va être redistribué aux médias, qui vont pouvoir donc produire plus de contenu de qualité. Mais le mécanisme n'est pas tout à fait trouvé encore. Là. Fait que je pense qu'on a encore pour un petit moment de flottement là, dans tout ça. Mais c'est une longue réponse, là, mais pour te dire que le milieu va pas très bien. Il n'est pas à l'article de la mort, mais il va pas très bien. Puis je pense que les gouvernements ont pris conscience, notamment avec la pandémie, de la puissance de désinformation de ces plateformes-là, en se disant, si on n'avait pas eu les journalistes pour faire de la véritable vulgarisation scientifique, démêler le vrai du faux, on aurait été pogné avec vraiment un courant très, très, très fort. Puis ça, je pense que ça les fait réaliser qu'il y a une valeur aussi à ce que les journalistes puissent faire leur travail. Ça ne veut pas dire qu'ils vont toujours être d'accord avec nous, avec ce qu'on fait, mais ils savent qu'on a un code d'éthique, qu'on est formé pour ça, on a quand même des paramètres là, encadrés pour faire notre travail. Ce que T. Joe Bin sur Facebook n'a pas, lui, quand il se filme dans son char en train de parler des vaccins. Là. Fait que peut-être que la pandémie, ironiquement, va avoir permis au gouvernement de réaliser qu'il faut qu'il fasse un peu plus pour encadrer la redistribution des revenus. Mais là, il faut que tu le fasses d'une manière à ce que ce ne soit pas les gouvernements qui financent directement les médias pour qu'on garde notre indépendance. Puis là, dans le mécanisme, c'est compliqué. Je te passe les détails, mais mettons que ça a déjà été des plus belles périodes. Mais il faut trouver une manière que ça fonctionne. Il faut qu'on trouve une manière que ça fonctionne pour nous ici au Québec, parce que
Le New York Times n'est pas en difficulté, là. Ils vont bien, mais quand tu lis des nouvelles sur le New York Times, ils ne parlent pas de ce qui se passe chez vous puis des débats de société qu'on a, nous. De la même manière que quand on ne peut pas envoyer des journalistes à l'étranger pour expliquer ce qui se passe avec nos yeux à nous, bien, il y a des référents qui se perdent, puis il y a de la qualité d'information qui diminue. Fait que faut qu'on parle de notre monde, de ce qui nous touche puis de ce qui nous concerne. Ça prend des médias locaux en santé, pas juste qu'il y ait CNN puis le New York Times qui s'en sortent, là, t'sais. Fait que je pense que le modèle est encore à trouver. Merci, M. Castonguay. Je vous arrête. Je vois qu'il y a un tirage qui se prépare derrière. Je ne sais pas si M. Provost, vous vouliez dire quelques mots avant qu'on mette fin à cette belle rencontre. Là. Merci encore. C'est un plaisir. Fort intéressant. Oui, peut-être quelques mots, parce que c'est toujours intéressant de recevoir des gens de l'extérieur, notamment qui ont des profils comme celui d'Alec Castonguay. C'est sûr qu'on pourrait poursuivre longuement les débats et les échanges politiques, parce qu'on a toujours beaucoup de plaisir. C'est une partie de ping-pong. On aime beaucoup ça. Mais je veux vous remercier, sachant qu'il y en a aussi qui ont un bus à prendre éventuellement. Et remercier aussi Sylvain d'avoir animé et d'avoir accepté. Ça fait plaisir. Merci pour votre attention. Merci encore, M. Castonguay. Merci beaucoup. Fort agréable. Ceux qui veulent une dédicace, là, les gagnants ou ceux qui avaient le livre, ça me fait plaisir de vous écrire un petit quelque chose.